Enjeux géopolitiques, intérêts communs pour les institutions internationales. Quel rôle efficace devrait jouer la CEDEAO pour éviter un nouveau coup d'État du côté du Niger? L'actualité de l'Afrique de l'Ouest nous préoccupe et nous interpelle ce matin sur le grand débat, mais aussi sur le plan local. On reviendra sur cette situation tendue entre les chauffeurs de moto-taxi et la police municipale. Bientôt le délai de représailles au-delà des normes pour les motos dit Ben Sikiner, et il reste une toile de fond d'insécurité et des ordres urbains sur viendra en ces 2 heures d'échange. Mesdames, Messieurs, on aura aussi partagé quelques de la grosse actualité à travers la revue de presse. Ce sera l'occasion pour la semaine écoulée de faire le point. Notre très chère Bertil Blanche-Medio va donc nous ouvrir cette porte. Et juste derrière, on aura le bonheur de recevoir nos invités à ce repas dominical. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs du Grand Débat. Merci d'être connectés sur la chaîne républicaine. N'oubliez pas qu'avec vos smartphones, même loin de vos écrans, vous pouvez nous joindre et participer au débat républicain sur la page Facebook de Camdis Télévision. Partagez le lien, likez, commentez et quelques-uns de vos commentaires peut-être feront l'objet d'un échange avec notre panel. N'oubliez pas aussi de garder la télécommande sur le 311 du bouquet Canal Sat ou le 41 sur le bouquet. Vous faites bien de rester connecté jusqu'à 13h. Le top départ, c'est avec naturellement la revue des unes pour la semaine. Bienvenue. Madame, Monsieur, bonjour et merci de regarder le grand débat sur la chaîne républicaine. C'est l'heure de passer en revue les unes des journaux qui ont marqué l'actualité cette semaine. Débutons avec le journal Cameroun Tribune. Renforcement de la relation Russie-Afrique, volonté partagée. Le deuxième sommet entre les deux parties qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg dans un contexte international difficile, va ouvrir une nouvelle page dans la relation. Le Cameroun résolument tourné vers la diversification de ses partenaires entrevoit un renforcement de la coopération dans les domaines de la diplomatie, du commerce, des investissements ou encore de l'éducation. Pour le journal Moyomosala Hebdo, le président Paul Biya est fidèle à sa vision, attaché au principe de non-ingérence dans les affaires internes des autres États et de non-alignement. Le numéro 1 camerounais a trouvé auprès du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, un partenaire efficace pour la réalisation des objectifs de la stratégie nationale de développement pour la décennie 2020-2030, SND 30. Corruption foncière s'échauffe au MINCAF, nous dit Mutation. Les responsables du ministère des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières en service dans le sud et le littoral sanctionnés pour implication dans la délivrance des titres fonciers irréguliers. Les fonctionnaires de la justice et de la police du sud-ouest à l'école de la cybercriminalité, nous dit la primeur de l'info. Dans le cadre du séminaire de sensibilisation du corps judiciaire et des OPJ sur la cybercriminalité, l'ANTIC s'est déployé à Marksong et Ressort, hôtel de Limbé, pour édifier ses agents publics sur les infractions cybernétiques et les imprégner d'outils leur permettant de collecter les preuves numériques et relatives, et ceci dans les règles de l'art. Cette cérémonie très courue était présidée par le représentant du directeur général de l'ANTIC, Bosson Ekbe Divine. Chef d'antenne régionale du Sud-Ouest. Bâtiment en construction, fonds de la récréation, application sans faiblesse de la loi, intensification du contrôle des chantiers, identification des bâtiments et des constructions à risque en vue de leur démolition. Organisation de campagnes de sensibilisation, telles sont les mesures urgentes prescrites par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Gouté, au cours d'une réunion interministérielle tenue à Yaoundé. Ceci à la suite des grandes orientations données le 25 juillet dernier par le chef de l'État. En santé, la campagne Vacances sans sida est lancée et le ministère de la Santé publique sensibilise contre les drogues et risques d'infection au VIH du sida. La cérémonie de lancement officiel a eu lieu le 2 août à Yaoundé sous la présidence du ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi. Toujours en santé, hépatite virale, plus de 90% d'Africains ne reçoivent pas les soins selon l'Organisation mondiale de la santé, malgré la disponibilité d'outils de diagnostic et de traitement efficaces
efficace, moins de 10% de la population jouit d'un accès aux services de dépistage et de traitement. Informations contenues dans le quotidien Éco-Santé. Terminons au sport avec le drapeau de Carole Tamba. Jeu de la francophonie 2023. Emmanuel Essémé, le porte-étendard du Cameroun, a remporté la médaille d'or en finale du 100 mètres avec un temps record de 10 secondes. Une performance exceptionnelle qui a permis à l'athlète de faire flotter le drapeau camerounais sur le toit de la RDC en présence du président Félix Tshisekedi. Madame, Monsieur, c'est tout pour la revue de presse. Merci de nous avoir suivis et bon débat à tous. Merci à Bertil Blanche-Medio qui vous offre de lundi à jeudi, le 20h, à la présentation sur les antennes de Cam10 Télévision. Et puis tous les dimanches, repeint simplement les différentes unes de nos directeurs de publication sur le plateau. On va introduire le panel, quelques-uns encore en chemin ce matin. Mais le grand débat, c'est aussi une histoire de ponctualité, de respect des normes. On ne va pas déroger à la règle des civilités pour la dame, la seule d'ailleurs qui sera bien installée sur la table du grand débat. On a pris l'habitude de la compter parmi nous. Elle nous revient, Madame Dikoumet, Florence. Bonjour et merci de se joindre à nous. Je rappelle que votre casquette d'internationaliste davantage nous intéresse. J'espère que la semaine a été. La semaine s'est très bien déroulée. Monsieur Sergemé Mokoko, bonjour. Et bonjour à mon copanéliste. Donc, c'est un plaisir renouvelé de me retrouver ici et bonjour à vous nombreux téléspectateurs. Alors, la tradition, après avoir apprécié la revue des différentes unes, il y aurait forcément une actualité qui vous aurait marqué. Non, c'est la diversification des partenariats du président Paul Biya au sommet de Russie. Nous réalisons déjà qu'il a assisté au pacte financier mondial. Il a été au sommet avec les États-Unis, Afrique. Aujourd'hui, nous le revoyons, n'est-ce pas, à Saint-Pétersbourg. C'est une diplomatie discrète, mais qui est très dynamique, décente et efficace. Je voudrais ici rappeler que ces différents voyages ne sont pas des balades ou d'amitié, tout simplement, non. Il est en quête de l'amélioration de la qualité de vie des citoyens camerounais, qui déjà après le passage de coronavirus, après l'insécurité dans le Grand Nord et la crise sociopolitique dans le Nozo, passe par des moments assez difficiles. Nous avons la vie chère sur le territoire, on se plaint, n'est-ce pas, de moult crises sous-jacentes, et lorsqu'il y va, c'est justement pour discuter, n'est-ce pas, la question camerounaise avec les principaux bailleurs de fonds. Il voudrait démontrer ici la liberté du Cameroun de pactiser avec qui lui plaît. Il démontre le non-alignement. Il démontre par ailleurs que le Cameroun, dans le Conseil des Nations, n'est pas un petit poussin, mais a également son mot à dire. Voilà. En tout cas, c'est une actualité que les médias ont largement suivi. On se souvient que la semaine dernière, une importante délégation aux côtés du chef de l'État s'est rendue du côté de Saint-Pétersbourg et il fallait forcément revenir dans les différentes unes. Mais aussi, vous n'êtes pas resté de marbre face à la situation du côté du Logo-Néchari, le département là-bas dans l'extrême nord qui a été le théâtre précisément au village d'Arak d'une tuerie de trop, Boko Haram, qui a exécuté 6 pêcheurs surpris de nuit. Une situation qui rappelle que les forces de maintien de l'ordre ont du pain sur la planche, mais davantage la collaboration avec les populations devra être un peu plus renforcée pour que plus jamais ça. On va s'incliner aussi devant la mémoire de ces disparus. Oui, tout à fait, Monsieur Mokoko, à la suite du peuple camerounais, je vais également m'incliner devant les dépouilles de ces victimes qui sont des morts de trop. Vous savez, le bassin du lac Tchad est devenu aujourd'hui le terreau du terrorisme, malgré la mutualisation des forces de la CBLT observée, n'est-ce pas, dans les pourtours de ce lac. Les pourtours de ce bassin aujourd'hui sont devenus, n'est-ce pas, un champ propice au hors-la-loi, parce que là, on a affaire au trafic en tout genre. Vous avez le zoazoa, donc le carburant frelatant en provenance de la Guinée et du Nigeria.
Vous avez là-dedans un trafic d'ossements humains et des profanations de tombes. Vous avez dans ce même bassin-là la circulation, n'est-ce pas, des armes légères et d'armes lourdes également. Parce que ces armes lourdes, aujourd'hui, ont professionnalisé les Araguina, qui étaient des petits délinquants, qui sont aujourd'hui éligibles, n'est-ce pas, dans un enrôlement dans Boko Haram. Nous avons également là-dedans les médicaments frélatés et nébuleux qui circulent, ça dit que d'une frontière à une autre. Oui. Je crois que ce milieu-là, qui est le milieu d'approvisionnement par excellence de Boko Haram, nécessite que les États s'y attardent un peu. Parce que tant qu'on n'aura pas asséché cette gangrène-là, il sera difficile, n'est-ce pas, de faire reculer de manière définitive la menace Boko Haram qui sévit, n'est-ce pas, dans la région. Et je voulais souligner également que les commerçants là-bas ont maille à partir avec leurs activités du quotidien, dans la mesure où toutes les voies sont coupées et les familles sont devenues unies, rentables, dans la mesure où seules les femmes peuvent se livrer en débrouillardise pouvant nourrir des familles. Soit vous partez, soit vous périssez. Il est temps qu'on jette un regard sérieux là-dessus. Il est important d'ailleurs de suivre l'actualité aussi du côté de l'extrême nord du Cameroun. Merci à Florence Dikoumet pour ce premier jet. On ne va pas rester de marbre face à cette scène macabre que la secte islamique Boko Haram nous a offert récemment. Je me retourne vers Émile Messi qui fait partie de nos habitués sur le plateau du Grand Débat. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour M. Mokoko et merci de m'accueillir. Bonjour aux compagnons qui sont avec nous. Je n'oublie pas l'équipe technique qui nous accompagne et je salue très amicalement les millions de téléspectateurs de CAM10 TV et je suis heureux d'être là et surtout de porter la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le seul parti politique qui restera lorsque les autres disparaîtront dans ce pays. Quand on l'a dit, forcément, on s'incline aussi devant la mémoire de ces autres Camerounais. C'est vrai que l'actualité a été beaucoup plus orientée ailleurs, mais on ne va pas manquer de rappeler que là-bas, du côté de Darak, Boko Haram continue de faire parler de lui. Oui, vous voyez, c'est des actions, disons-le, regrettables. Le RDPC s'incline devant les familles endeuillées. Chaque mort, chaque Camerounais qui part dans ces conditions-là, c'est quand même un mort de trop. Et c'est avec beaucoup de regrets. Vous savez, la lutte contre une secte nébuleuse comme Boko Haram peut facilement se décréter comme ça a été le cas avec ces barbares-là qui ont décidé de prendre en assaut toute une partie du pays, mais après de multiples échecs dus au professionnalisme de notre armée et à la collaboration, à la franche collaboration des populations, aujourd'hui cette secte a été réduite à sa plus simple expression. Et vous voyez donc réduite à néant, des individus ni foi ni loi continuent donc à poser des actions isolées. Parce que venir égorger des pécheurs de cette manière-là, on peut se poser des questions pour quel motif? Tuer pour tuer. Vous savez qu'avant, on nous disait que c'était une guerre idéologique, une secte idéologique qui disait Boko Haram signifie non à l'éducation occidentale. Bon, ils donnaient l'impression qu'ils étaient contre tout ce qui était porté de l'Occident, contre tout ce qui était... Aujourd'hui, tuer des Camerounais de cette manière-là, on peut se poser des questions comme, mais là, c'est pourquoi? Et tue pour quelles raisons? Nous disions tout simplement que nos forces armées qui font déjà un bon travail, qu'ils continuent à être vigilants et surtout la collaboration des populations pour que plus que jamais que cette secte soit neutralisée, qu'elle soit vraiment écrasée, éradiquée totalement. Donc je ne doute pas une seule instant que c'est un combat qui sera gagné. Certes, on peut bien décréter une guerre, mais on ne peut pas décréter également la fin d'une guerre comme celle-là. Voilà. Donc nous pensons que nous devons rester tous mobilisés. Il en est de même aussi, même au nord-ouest et au sud-ouest. Ce que je dis là tient également compte des populations nord-ouest et sud-ouest qui devraient également, parce que l'extrême nord est pris en exemple aujourd'hui, parce que les populations ont collaboré, parce que les gens ont dit non à cette histoire-là. Donc cette condamnation massive et cette mobilisation tous azimuts contre ces ennemis du pays doivent vraiment être sans faille. Voilà. Donc je crois que nous sommes confiants et nous pensons que les forces de défense et de sécurité vont veiller avec la collaboration des populations. Merci Émile Messi. Je rappelle que vous êtes communicant pour le RDPC. La situation dans le bassin du lac Tchad nous préoccupe davantage. On en annonce peut-être il y a quelques jours ces 8 pêcheurs égorgés, mais au-delà
c'est un mois quand même délicat. On ouvre un nouveau mois, mais il n'y a pas 4 semaines. C'était une tuerie ouverte du côté de Nacho Abamenda. On n'arrête pas de compter les morts. Et ce matin, au-delà de cette actualité, peut-être notre prochain invité, François Bikoro, qui a suivi l'actualité aussi cette semaine pour la mise en bouche, s'intéresserait à quoi? Je le reçois avec ce bonjour-là, le temps de revenir à Émile Messi peut-être. François Bikoro, bonjour et merci d'être avec nous au Grand Débat. C'est toujours un plaisir, mais surtout un défi, que de participer à votre émission qui, au fil des jours et des années et des mois, est devenu un grand endroit de formatation de la masse critique populaire que nous devons mettre autour de notre leadership. Donc je suis très heureux d'y être et je me réjouis qu'au moment où nous sommes là, on parle des forces de défense et de sécurité. Oui. Vous savez, nous avons fauté, nous les acteurs politiques, parce qu'il y a très peu d'hommes politiques au Cameroun et en Afrique. Il y a beaucoup d'acteurs politiques. Dès que quelqu'un est désœuvré dans son usine, le lendemain, il dit qu'il est devenu politique. Oui. Ça fait qu'ils n'ont pas les armes langagières nécessaires pour attraire au débat public. Il vous souvient qu'à l'orée de 2018, notamment en 2016, il y a des Camerounais sans foi ni loi, et ce n'était pas Boko Haram, qui ont décidé pour arriver à Etoudi. Etoudi, pour vos téléspectateurs, c'est comme Buckingham Palace, c'est comme l'Élysée, c'est comme la Maison Blanche, c'est-à-dire là où habite le président de la République. Donc les gens ont décidé de convoquer et même de convoyer ce qui s'est passé ailleurs pour venir peut-être affaiblir et avoir une voie royale pour y aller. Mais ils ne savaient pas que la plupart du temps, cela fait partie d'une construction mafieuse internationale pour remettre à plat tous les efforts qui ont été faits par les États africains pour qu'ils aient des pays stables, un peuple uni, une nation prospère. Je le dis parce que Boko Haram fait partie de cette organisation mafieuse internationale qui part au-delà même de l'Afrique. Et donc je ne suis pas obligé d'en parler si tout le monde le sait que la situation du Sahel n'est pas une situation africaine. Elle est une situation qui est partie de nulle part. Si on parle de la Libye, les gens ont dit qu'ils veulent arranger la Libye, ils ont fait partie des hordes de bandits qui se sont éparpillés dans toute l'Afrique. On va y revenir tout à l'heure. Donc, la chance du Cameroun, c'est 2 choses. D'abord, sa diplomatie, qui n'est pas une diplomatie belliqueuse, qui sait ouvrir la voie à toutes les personnes qui peuvent l'aider à rester le Cameroun uni, et la détermination des forces de défense et de sécurité dont il faisait allusion tout à l'heure. Parce que chaque fois que vous parlez à l'agora publique camerounaise, il faut toujours leur dire que les forces de défense et de sécurité resteront la seule religion, le seul parti politique sur lequel il n'y a pas de vol de voix, il n'y a pas de vol de victoire, il y a seulement à encourager. Ouais. Notre chance, et c'est pour cela qu'il faut magnifier ce travail-là. Le Cameroun a 3 fronts. Le front Est, où des bandes de bandits centrafricaines, je veux le dire ainsi, ont cru devoir prendre l'Est du Cameroun comme base arrière pour attraire à leur pouvoir à Bangui. Le deuxième front, c'est le front du nord-ouest et du sud-ouest, qui lui est un front insidieux. Parce qu'il paraît que là-bas, on dit que ce sont les Camerounais contre les Camerounais. Mais on oublie qu'en 1973, il y avait eu la guerre de Biafra. Et la guerre de Biafra, le même mouvement qui est aujourd'hui des gens qui partent du Cameroun vers d'autres coins, a eu le même mouvement des gens qui partent du Nigeria pour se réfugier au Cameroun. Oui. Par le délit de faciès ethnique et même racial, on ne peut pas savoir qui est Camerounais, qui n'est pas Camerounais. Là-bas, c'est un peu plus difficile. Maintenant, il y a le flanc du Grand Nord, qui lui-même procède de la logique des Grands Nord qui ont été mis en place par une communauté internationale dont je ne vais pas citer ici. Parce qu'il y a des gens qui s'assoient dans leurs ordinateurs et se disent le Grand Nord, c'est les musulmans, le Grand Nord, c'est les Peuls, le Grand Nord, c'est... Mais ils avaient oublié que le Cameroun est une Afrique en miniature et que le Grand Nord est composé non seulement de ces musulmans et de ces Peuls, mais des animistes et un peu plus de chrétiens et autres. Donc quand Boko Haram, qui dit qu'il cherche un endroit pour installer, je ne sais pas quel État il peut installer, arrive dans ce coin-là, au moment où nous sommes dans une compétition politique assez rude, oui, dont je vous ai fait allusion tout à l'heure, on a été un peu distrait. Mais depuis un certain temps, le diptyque nation armée, c'est tellement ancré que nous devons simplement travailler maintenant, à rassurer les forces de défense et de sécurité que dans le débat public, nous ne faisons pas un débat sur ce qu'ils font. Oui. Nous les encourageons à aller de l'avant.
et de deux, amener les populations à savoir qu'au-delà des incursions effectivement armées de début, aujourd'hui, pour le cas du Grand Nord, il y a ce qu'on appelle les coupeurs de route qui font partie de leur culture. Oui. Il y a ce que les règlements de compte. Il y a tellement de choses au point qu'aujourd'hui, on ne sait même plus. Nous, si l'armée qui a déjà terminé avec Boko Haram, si c'est toujours Boko Haram qui revient, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on demande à la population, simplement, de ne pas dire n'importe quoi sur le plateau, pour nous qui parlons sur le plateau, mais de deux, chaque fois qu'ils constatent qu'il y a quelqu'un dans un village, dans un quartier... Il faut dénoncer. Non, pas dénoncer. Il faut aller dire aux gens qui sont chargés de ce travail de le faire. Merci François Bikoro, ça a été intéressant de vous suivre. Hein. J'espère que vous aurez l'aimabilité de rester dans le timing. La mise en bouche, oui, mais tout à l'heure, pour le reste des principales thématiques sur la table ce dimanche, on comptera naturellement avec votre collaboration à la maison. Mais permettez-moi d'introduire notre quatrième invité sur le grand débat sur Camdis Télévision. Il faut dire que la question les questions internationales ou même locales préoccupent tous les partis. C'est pourquoi le MRC fait figure sur le plateau avec la présence de Maurice Kemou. C'est pas la première. Bonjour et merci de nous retrouver pour l'échange de ce dimanche. Bonjour Monsieur Moukoko, bonjour à mes copanélistes et puis bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs. On a eu un peu peur tout à l'heure, hein. Heureusement vous nous retrouvez avant, n'est-ce pas, que nous ne lancions le contenu même, peut-être hein, en une minute, une actualité qui vous aurait marqué. La mise en bouche nous a forcément permis de nous incliner devant la mémoire de ces Camerounais assassinés sauvagement par la secte islamique Boko Haram du côté de l'extrême nord. Ça ne vous laisse pas de marbre aussi du côté du MRC. Bien sûr, je présente mes condoléances à tous ces Camerounais-là qui sont passés de vie à trépas. Et dire que le gouvernement de mon pays devrait continuer à garder la vigilance de ce côté-là parce que cela montre clairement que voilà, Boko Haram est toujours parmi nous. Vous savez, quelqu'un très proche de ce gouvernement-là qui gère une institution avait dit que Boko Haram était parmi nous. Et donc, s'il y a encore des morts du côté de l'extrême nord, c'est-à-dire qu'ils sont présents. Et donc, l'armée devrait faire son travail pour protéger les Camerounais, les populations de cette zone-là. Effectivement, doivent faire le renseignement, comme on le dit, pour véritablement dénoncer tous ceux-là qui sont suspects et qui peuvent justement porter atteinte à leur vie. Voilà. Merci Maurice Kemou. Mesdames, Messieurs, nous allons, après cette petite respiration, poser la première thématique. Hein. Difficile de contourner l'actualité sans poser le regard vers l'Afrique de l'Ouest et situation tendue. D'ailleurs, le détail, c'est juste après cette transition. Mais restez toujours sur la page Facebook de Camdis Télévision. Vous avez la possibilité, hein, je le rappelle encore, de participer en direct avec le concours de Monsieur Serge Mida qui assure la réalisation de ce programme, le Doualembe à la régie, sans oublier Monsieur Eddy Molonel Junior pour l'ingénierie du son. C'est l'équipe technique qui nous accompagne ce matin. Merci aussi à Émilie. Mesdames, Messieurs, le grand débat, place au débat. On parle forcément de la situation du côté du Niger, mais davantage cette mauvaise, ou alors ce mauvais vent de l'Ouest. On parle de coup d'État encore une fois, mais il faut dire que sur les récentes actualités, la CEDEAO qui réagit, certains pays qui s'alignent derrière la CEDEAO, d'autres qui sont plutôt
en contre-opposition. Est-ce qu'il y a lieu de s'interroger? En tout cas, Madame Dikoumé Florence, qui connaît bien la question de politique internationale, va peut-être se pencher sur la situation. On a vu récemment la sortie de la CEDEAO, peut-être rappeler à nos milieux téléspectateurs le président Bazoum, reconnu jusqu'ici par les institutions internationales, que ce soit sur le plan africain ou même au-delà, qui est toujours en otage chez lui là-bas, et une situation forcément qui nous interpelle, mais davantage, quel est votre regard sur ce que nous vivons en ce moment du côté de l'Afrique de l'Ouest et peut-être le cas du Niger? La situation en ce moment en Afrique de l'Ouest est une tension géopolitique qui ne laisse personne indifférent. C'est un sérieux revers, n'est-ce pas, la démocratie. Et c'est pourquoi justement nous voyons la CEDEAO, qui est, n'est-ce pas, le pôle géopolitique par excellence de ce territoire, s'ériger aujourd'hui en donneuse de leçons et qui menace, n'est-ce pas, de réagir. Il est assez compliqué aujourd'hui de pouvoir faire une lecture assez lucide, dans la mesure où nous avons là une histoire qui est habillée de contradictions. C'est quoi déjà le G5 Sahel? Parce qu'il faut venir de là. Le G5 Sahel n'est pas que ce territoire bioclimatique qui a donné le nom à la bande sahélo-sahélienne, mais c'est aussi une compilation de territoires qui sont un périmètre charnier entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, qui connaît des tensions depuis la déstabilisation, n'est-ce pas, de la Libye, entraînant ainsi la mort du colonel Kadhafi. On a vu une libre circulation d'armes légères et les djihadistes, n'est-ce pas, en chômage, qui étaient désormais désœuvrés, qui se sont ligués en bandes armées, n'est-ce pas, sémant la mort et la terreur un peu partout. Nous avons donc, après cela, vu comment ces djihadistes, à un moment donné, ont mutualisé des forces. Nous avons, par exemple, l'État islamique, nous avons la Katiba AAA, la Katiba Massina, qui, concomitamment, ont attaqué 3 territoires, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La situation est devenue intenable. C'était le Moujao au Mali, c'était AQMI, qui est Al-Qaïda du Maghreb islamique au Mali, c'était Ansardine, qui était l'unicité justement de certains groupes terroristes. Alors, dépassé, on a fait appel à notre partenaire sécuritaire par excellence, qui est la France, qui est venu. Avant qu'il n'arrive, il y avait une force étrangère nommée Tekouba, qui représentait l'Union européenne. Donc la France arrive avec Serval, ensuite avec Barkhane. Même malgré la présence des forces étrangères, nous avons eu comme l'impression qu'il y a eu une multiplication même des djihadistes et des actions. On avait des crimes organisés, des pêcheurs qui ne pouvaient plus vaquer à leurs occupations, des agriculteurs encore moins, encore des enlèvements, des exécutions sommaires, des demandes de rançon. La situation est devenue très très tendue. Alors là, nous avions des chefs d'État démocratiquement élus. Quand je dis que ce qui se passe est un revers à la démocratie, c'est simplement parce que là, les constitutions sont violées, s'attaquer, n'est-ce pas, à des régimes constitutionnellement établis. Mais il fallait donc tenir compte de ce que tout ce que je cite comme exactions entraîne le chômage, le manque de croissance économique, la famine et toutes les crises que vous pouvez imaginer, les crises sécuritaires, alimentaires et autres, ainsi que les crises humanitaires, parce qu'on a eu un déplacement massif des populations d'une contrée à une autre, créant ainsi des problèmes humanitaires. Alors, la junte, qui généralement est la grande muette, qui a pour mission la sécurisation des biens des personnes et des territoires, se sentant interpellée dans ses missions régaliennes, a pris sur elle, n'est-ce pas, de perpétrer des coups, pour la simple raison qu'on a réalisé quelque part la main molle des dirigeants en place. Cela est condamné par le droit international, c'est vrai. Oui. Cela interpelle la conscience collective, c'est également vrai. C'est pourquoi je suis en train de dire que c'est une équation à n inconnue. Et nous avons donc besoin ici que des esprits éclairés essayent d'allumer la lanterne des uns des autres afin qu'on comprenne concrètement de quoi il s'agit. Nous voyons le Niger aujourd'hui où le président est en otage dans une résidence secondaire. L'armée aujourd'hui aux affaires est en train justement de s'aligner dans le même axe, le même giron que les précédents États qui ont connu des coups. Alors, est-ce un complot contre le G5 Sahel? Est-ce un complot d'une mutualisation des forces régaliennes dans ce territoire? Et je pense que non. Vous avez demandé mon regard à moi. L'internationaliste va vous dire tranquillement aujourd'hui que ces coups peuvent être compréhensibles.
dans la mesure où, lorsqu'on établit un pouvoir, la prévention, dans le cadre de la sécurisation des populations, dans le cadre, n'est-ce pas, de la prise en compte des populations, afin de mettre efficacement la pyramide de Maslow en marche, implique que les populations se sentent sécurisées et puissent dormir en paix sur leur territoire. Merci Florence Dikouma. On va d'ailleurs revenir sur la question. C'est vrai que selon l'angle d'intérêt, on va quand même se rappeler à Émile Messi que c'est le 7e coup d'État depuis 2020 dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest, 5e au Niger, bien que le transfert du pouvoir ait été démocratiquement transmis à Bazoum. Aujourd'hui, c'est une situation au-delà de ce qu'elle révèle. Le Niger, sur le plan géostratégique, ce n'est pas fait au hasard. Oui, vous l'avez dit, un coup d'État est un révélateur d'une situation qui n'est pas paisible. Lorsqu'on décide de prendre le pouvoir par la force, cela témoigne un malaise qui règne. Vous voyez, dans le Niger, ce pays qui est déjà très instable sur le plan économique, sur le plan même de la vie des Nigériens. Il faut dire que la pauvreté dans ce pays est quand même considérable. On peut donc penser que cette instabilité économique du point de vue du niveau de vie de population, du point de vue même de la sécurité, parce qu'il faut dire qu'il y a des problèmes de sécurité de ce côté-là, peut d'emblée expliquer ou alors faire comprendre pourquoi, à un moment donné, certains pensent que c'est eux, les hommes de la situation. Parce que lorsque vous allez faire un coup d'État, le réflexe c'est que vous pensez que celui qui est là ne peut plus apporter des solutions aux populations et que vous êtes probablement le messie ou bien celui qui serait bien placé. Et ça devient donc un cercle ou alors un cercle vicieux où le peuple guinéen, le peuple nigérien aujourd'hui ne s'en sort pas. Mais ce coup d'État qui fait beaucoup plus parler de lui, vous verrez qu'il est différent des autres. C'est la première fois quand même que la CEDEAO sort de sa réserve et déploie des menaces, des sanctions et tout, dans un contexte où véritablement, il faut le dire, le monde bouge. Le monde bouge avec la guerre russo-ukrainienne. Le monde bouge véritablement. Il faut dire aujourd'hui que au Niger, ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Burkina Faso n'a pas laissé le Niger indifférent. C'est pour cela que vous verrez des alliances qui sont dans le sens d'être avec le Niger ou aller contre le Niger. Vous verrez également des puissances ou alors des tutelles qui sont jusque-là considérées comme des véritables tutelles, ont également pris des positions très radicales vis-à-vis du coup d'État du Niger. Et pourtant, hier, ils étaient un peu plus tolérants. On se pose bien des questions. Quelle est la place, ou alors, comment comprendre l'actualité au Niger en ce moment? Est-ce, comme l'international a dit, on ne peut que poser des questions. Qu'est-ce qui se passe au Niger? Est-ce une réelle volonté d'avoir une indépendance, d'avoir une certaine autonomie, quand on sait également que ce pays regorge de beaucoup de richesses, mais dont la pauvreté est encore très ambiante? Est-ce qu'il y a une volonté aujourd'hui pour ce peuple nigérien de sortir des sentiers battus et de trouver des voies dessus pour son développement, pour la prise en main de ses responsabilités? Il faut également dire que dans ces conditions-là, les coups d'État, moralement parlant, sur le plan du droit, on va les condamner. Hein. C'est la première réaction. Le coup de force, non, c'est pas bien, et tout. Mais à l'évidence, l'international l'a signalé également. Aujourd'hui, on doit se poser des questions sur les coups d'État. Est-ce que c'est tous les coups d'État qui amènent forcément le désordre? Absolument non. Il y a des coups d'État qui sont salués par les populations comme étant des coups d'État salvateurs, comme étant des coups d'État qui libèrent les populations. Et vous verrez donc que dans cet enthousiasme-là, on a vu par le passé, il y a même des présidents qui sont en poste, qui sont arrivés au pouvoir par des coups d'État. On peut donc se rendre compte que
est-ce que le coup d'État, au-delà de l'illégalité de tout coup d'État, est-ce qu'il y a certains coups d'État qui peuvent être légitimes, c'est-à-dire qui trouvent l'adhésion massive des populations? On peut prendre l'exemple du Burkina Faso avec Sankara. C'est ce qui justifierait sa position du Mali, du Burkina oui, contre on peut rentrer dans les pressions de la CEDEAO. On peut même rentrer dans l'histoire avant de voir ce que la CEDEAO a fait. Ou alors même l'histoire aussi de la CEDEAO, puisque ce n'est pas le premier coup d'État que la CEDEAO pense qu'aujourd'hui il faut condamner, il faut aller même intervenir militairement. Voilà. Donc peut-être qu'on reviendra sur la légitimité de certains coups d'État pour l'affranchissement des populations. Alors, la question est davantage sensible, mais nous interpelle ici, que ce soit les pays de l'Afrique centrale ou les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais la zone du Sahel est le théâtre de pas mal de tensions, et toujours les forces militaires qui utilisent aussi le commentaire populiste et aujourd'hui, la situation semble être délicate. Vous trouvez que c'est gérable ou alors ça va aller plus loin par rapport à cette guerre des différents intérêts internationaux? Écoutez, Monsieur Mokoko, la question des coups d'État, on peut en parler sur un prisme justement du peuple. Parce qu'il faut voir, est-ce que le peuple accepte le coup d'État? Comprenez un peu. Il ne faudrait pas aujourd'hui qu'on pense que non, et tous les coups d'État sont mauvais. Comprenez, parce qu'il y a des présidents, d'antan, on peut les citer, Sankara, qui ont, en 5 ans, c'est-à-dire en 5 ans, il a fait un coup d'État en 83, il en est mort en 87, mais en 5 ans, on a vu comme il a transformé son pays, comme il a inculqué aux jeunes des valeurs, le travail, le patriotisme, etc. Et donc, je dis aujourd'hui, ce qui se passe, et un président, le président du Libéria, George Weah, a fait une citation, a fait une sortie pour dire que si la CEDEAO accepte les coups d'État institutionnels et condamne les coups d'État militaires, c'est se dresser en réalité contre le peuple. Vous comprenez un peu? Parce que vous allez voir que dans le cas, par exemple, bon, c'est pas encore arrivé, mais si vous regardez ce qui est en train de se passer au Sénégal là, actuellement, où effectivement il y a le vent d'un 3e mandat qui est en train de souffler parce que les gens veulent changer la constitution pour peut-être se maintenir au pouvoir, même si Macky Sall a dit qu'il ne va plus se représenter. Mais vous savez, les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Mais il faut dire que les coups d'État institutionnels, on l'a vu, que ce soit même en Afrique centrale, pas seulement en Afrique de l'Ouest, parce que dans notre pays, vous avez vu ce qui s'est passé en 2008, parce que notre constitution ici au Cameroun disait que le président de la République est là pour un mandat de 7 ans renouvelable, je crois c'était 3 ou 4 fois. Et ça faisait qu'en 2011, le président Biya ne pouvait plus se représenter comme candidat à la présidence de la République. Il a fallu qu'en 2008, on change la constitution. C'est ça donc que le président George Weah appelle le coup d'État institutionnel, c'est-à-dire que ces présidents-là qui, pour demeurer au pouvoir, modifient la constitution à l'effet de continuer à rester sur le fauteuil présidentiel. Donc c'est tout ça qui pose problème. Mais maintenant en Afrique, on a l'impression qu'on parle trop de politique, alors que le peuple, en réalité, on devrait plus parler d'économie parce qu'on a faim. Et quand vous êtes un chef d'État et que vous ne pouvez pas donner à manger, donner de l'électricité, donner, c'est-à-dire des besoins les plus primaires à votre peuple, oui. Vous n'êtes pas, parce que vous allez voir que dans ces pays où il y a des coups d'État, c'est justement parce que les présidents qui sont là, on a l'impression, excusez-moi l'expression, qu'ils sont des pantins, qu'ils sont la voix de leur mère patrie qui est la France en réalité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que 60 ans après les indépendances, la France a encore la même mise sur l'ensemble des pays africains, ou de son précaré en tout cas. Donc aujourd'hui, je dis, il y a des coups d'État qu'il faut saluer. Et vous voyez l'extase du peuple, le peuple qui se lève, si vous regardez au Burkina Faso, avec ce discours lors même du sommet Russie-Afrique, où le président burkinabé,
est jeune et qui comprend le problème des jeunes, se dresse contre une hyperpuissance qui est restée là malgré les indépendances, c'est-à-dire la France, et veut s'en détacher et appelle donc ses pairs de l'Afrique centrale et d'autres pays africains du précaré français de se départir justement de cette aide-là et véritablement être mature, être des pays matures, parce qu'on ne peut plus continuer de ce fait à rester sous le joug du colon français. Alors, François Bikoro, vous êtes resté bien attentif aux propos de vos copanélistes. La situation, on peut la prendre dans plusieurs sens, mais la première réaction sur ce qui se passe, vous l'évoquiez même d'ailleurs tout à l'heure en mise en bouche. Aujourd'hui, le président Bazoum est-il reprochable ou alors il faut revoir la question par rapport à la CEDEAO et les forces, les pressions qui viennent d'ailleurs? Moi, depuis la Covid-19, la Nivaquine n'est plus le remède qui soigne toutes les maladies en Afrique. Je suis surpris chaque fois qu'on interroge les Africains sur les problèmes africains, ils prennent la Nivaquine. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, qui était la deuxième étape de l'héritage dont nous ont légué les Occidentaux, c'est-à-dire deux grandes guerres inutiles, qui étaient des guerres, comme vous voyez, russo-ukrainiennes, mais ils ont rendu ça une guerre mondiale. Ils se sont jugés une chose, c'est qu'ils n'auront plus de guerre frontale sur leur territoire. Ils vont faire des guerres par procuration. S'il y a une guerre, première chose, l'environnement actuel les a surpris parce que la guerre veut revenir entre eux mais sur leur territoire. Parce que les gens oublient que l'Ukraine, l'URSS, c'est des Européens. Voilà les deux choses, les deux stades sur lesquels tout débat doit être axé. Pour le premier axe, on peut donc se dire que ce qu'on voit partout en Afrique peut être la guerre par procuration des gens qui ne sont pas africains. Et dans ce sens, les histoires des Bazoum démocrates qui n'a pas donné à manger à sa population, terminé, on n'en parle plus. C'est une Nivaquine. Il faut élever le débat. Quel que soit ce que vous allez faire, Armi à y voir quoi avec Bazoum. Donc, première analyse, c'est que cette histoire sort de loin. La preuve est que dans le débat international, je parle sous le contrôle de ma sœur, vous allez voir que les gens qui s'époumonent le plus ne sont pas africains. De quoi ils se mêlent? Oh, il faut garder Bazoum. Eh, je ne connais pas Bazoum. Non! Il y a une insécurité permanente. On nous a dit de faire la démocratie multiple au niveau politique. Et les Africains disent qu'ils veulent faire la démocratie multiple au niveau économique. Pourquoi ça crée un problème? Parce que la deuxième chose dont se sont jurés les Occidentaux, à l'issue de la guerre de 1945, c'est qu'ils ont remarqué que les bras africains les ont aidés à revenir à la stabilité. Tirailleurs sénégalais, je le salue d'ailleurs. Tirailleurs sénégalais, c'était en fait tous les Africains qu'on a monté. Comme ils ne pouvaient pas dire, il n'y avait pas encore les États saucissonnés comme aujourd'hui. Donc, tirailleurs sénégalais, c'était en fait les Africains qui sont allés faire la guerre à la place des Européens dans leur territoire. Mais ils sont allés plus loin. Il faut reconstruire ce qu'on a détruit. Et dans le même ordre d'idée, ils ont décidé que c'est l'Afrique qui va reconstruire ce qu'ils ont détruit chez eux. Et vous comprendrez pourquoi, dans les classements faits par eux, le Niger est un pays, il paraît l'avant-dernier par un indice de devant, mais ils ne mettent pas la quantité qu'arrive à prendre sur le sol. Comment on peut faire un classement sans tenir compte de l'existant? Normalement, le Niger devait être le 5e ou la 8e puissance mondiale si on met ce qu'on prend dans son sol. Donc ce que vous voyez là, en fait, toutes les solutions que vous allez mettre sont des Nivaquines. J'ai appris qu'on va aller bombarder. L'OTAN a bombardé la Libye. Sauf à croire que les Africains sont des cons et des bêtes, excusez-moi. Mais on voit ce qui se passe, on sait ce qui peut donner une solution, ce qui ne peut pas donner une solution. La troisième chose, c'est la volonté exprimée des Occidentaux à remettre en place ce qu'on a connu avant. Depuis que le mur de Berlin, c'était le mur de Berlin, je crois, je ne suis pas comme ma soeur qui est érudite, s'est écroulé. Il y a les blocs qui stabilisaient le monde. On ne s'est pas rendu compte que l'Europe occidentale est devenue l'Eurasiatique.
Toutoudistan, Bakakistan, c'est des Russes. On ne peut donc pas prendre les enfants et refuser le père. Et ça peut faire rêver une génération dont on a menti que l'acquisition des doctorats et des masters 2 arrive au travail. Chez eux, l'acquisition des masters et des doctorats, c'est pour créer. Chez nous, c'était pour donner du travail. Quel travail? Ça fait donc aujourd'hui, je me recule et je me rends à l'évidence que le coup d'État du Mali n'est pas comme le coup d'État du Niger, n'est pas comme le coup d'État. Mais ce que vous oubliez, c'est que l'histoire a ceci de particulier, je termine par là, qu'elle ne s'arrête pas, Mère Bégaye. Le Niger est un pays de coup d'État. Depuis les indépendances, la seule chose c'est que cette fois-ci, c'est eux-mêmes qui semble-t-il font le coup d'État. Mais au départ, c'était, je ne sais pas, je n'aime pas le mot tuteur parce que je n'étais pas à cette époque-là, mais les premiers coups d'État n'étaient pas les leurs. Donc eux, ils sont habitués à le faire. Sauf que l'environnement d'aujourd'hui n'est plus celle du bloc de gauche, du bloc de droite. Voilà. Donc ce dont on a seulement peur, c'est que nous qui sommes dans l'agora, et je reviens toujours sur ça, si nous expliquons mal, comme je viens de l'entendre avec mon petit frère tout à l'heure, on va croire que la Névacune du Niger est la Névacune du Cameroun. Chaque parcelle du territoire en 2023 a son problème à lui. Le temps où on disait tout le monde, même problème, comme on avait dit démocratie, machin, tout, on se rend à l'évidence que ces histoires de démocratie n'aboutissent pas à ce qu'on vous a promis comme Nirvana, à savoir un pays où la croissance est à 4 chiffres et toute autre chose. Voilà. Alors, c'est d'autant plus intéressant, hein, il y a déjà pas mal de réactions, on va peut-être essayer d'en lire tout à l'heure. On reste sur la thématique des coups d'État en Afrique, ce mauvais vent qui souffle du côté de l'Ouest. Je reviens à vous, Mme Dikoumé, on ne peut pas ignorer l'action de la CEDEAO. Vous savez que le délai accordé depuis dimanche dernier s'arrête ce dimanche au soir. Réaction militaire pour inhiber ou éviter le putsch qui s'annonce du côté du Niger. Mais efficace ou fragile l'action de la CEDEAO qui fait débat encore aujourd'hui? La CEDEAO était libre. Agit-elle par elle-même? C'est la première question que moi je voudrais me poser ici. Vous savez, avant tout ceci, nous avons eu l'accord de Ouagadougou en 2013, signé par Laurent Gbagbo, Guillaume Soro des Forces Nouvelles, signé par, c'était le Béninois qui était là à l'époque. Nous avons eu l'accord d'Alger. Jusque-là, tous ces accords prônaient la paix et la sécurité. Avons-nous atteint ce seuil de paix et de sécurité? Ça, c'est la seconde question que nous devons nous poser. Vous savez, il est temps aujourd'hui que l'Afrique prenne son destin en main. Et parce qu'elle prend son destin en main, il faudrait comprendre ce qui énerve, à quel niveau ça écorche. Vous ne pouvez pas expliquer que dans un pays où vous avez des forces d'interposition qui sont venues pour des missions de paix, qu'on ait comme l'impression qu'il y a un djihadisme bis. Et que sous cette crise profonde, qu'on continue d'exploiter les matières premières de manière pérenne et continue, sous fond même de mépris, de condescendance, alors que les gens se meurent. Voilà autant de choses qui apportent des problèmes. Qu'un territoire aujourd'hui cherche à s'autonomiser, moi je dis c'est la meilleure des choses. Qu'est-ce que nous voulons pour le G5 Sahel? C'est l'autonomisation de différents territoires et le droit à l'autodétermination des peuples. Que chacun puisse créer son territoire et s'auto-affirmer. Qu'est-ce que les Occidentaux y cherchent? C'est ça la question aussi. Moi, je suis ulcéré. Nous avons lu personnellement, moi, des accords de coopération sécuritaire avec la France, des accords que je voudrais appeler ici des accords tronqués. Alors, lorsqu'on décide de les dénoncer, parce qu'on peut les dénoncer de façon unilatérale si on n'est plus satisfait, quand quelqu'un dise « je ne manierai pas du Niger », mais non, si le Niger n'est pas satisfait dans ce que vous avez signé comme accord, il vaut mieux laisser le Niger en paix, qu'on laisse les Nigériens résoudre leurs véritables problèmes. Vous savez, peut-être qu'aujourd'hui, on parle de ce territoire-là comme étant le vent de l'Ouest. Non, je voudrais vous dire que depuis la chute de la Libye, le G5 Sahel est devenu une réalité. Nous avions le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, qui étaient en proie à des rébellions multiples, parce que Boko Haram à l'époque n'était qu'une guerre périphérique. Ils étaient en proie à des rébellions dans le Tibesti et dans le Sahel. Je vous ai cité tous ces groupes armés qui se battaient concomitamment contre tous ces États à la fois.
Et c'est pourquoi constamment il y avait des sommets du G5 Sahel. C'était pour venir enfin à bout de ces nébuleuses-là. Aujourd'hui où les Nigériens, les Burkinabés, les Maliens ont compris que les coups de force pouvaient être salutaires pour la libération de leur territoire, je ne sais pas pourquoi certains s'insurgent violemment comme si c'eût été les leurs. Qu'on laisse les peuples s'autonomiser, qu'on laisse les peuples pouvoir résoudre leurs problèmes. Il y a un problème prégnant aujourd'hui au Niger. Est-ce que vous savez que l'extraction d'uranium qui ne profite pas au Niger laisse un désastre cruel? Qui est quoi? Nous avons des radiations qui menacent les populations à plusieurs niveaux. C'est un scandale environnemental et nul n'en fait écho. Mais lorsque vous parlez du Niger, on ne parle pas d'uranium, on dit que c'est le pays le plus pauvre de la planète avec moins de $1 de survie par jour pour les populations. Comme disait déjà quelqu'un avant moi, pourquoi est-ce qu'on ne comptabilise pas de manière efficiente? Pourquoi on ne sort pas les cahiers comptables d'extraction de ces minerais pour dire concrètement quel est le volume qui tous les jours sort du Niger pour l'extérieur? C'est ce que nous voulons également savoir. Alors nous sommes en train de demander à la CEDEAO de faire un peu table rase, d'avoir le triomphe modeste. Ce qui concerne le Niger concerne l'Afrique tout entière. Ce qui concerne la Côte d'Ivoire concerne l'Afrique. Nous avons vu lorsque le président Gbagbo était aux prises avec la CPI, c'est tous les Africains qui se sont sentis insultés. On ne peut pas un matin se lever, aller sortir de son lit un couple présidentiel bantou en petite tenue, les traîner en public et puis les mener comme des voleurs de je ne sais même pas quoi devant, n'est-ce pas, les instances internationales. Voilà. Que la CEDEAO prenne ses responsabilités, qu'elle soit plutôt vectrice de paix en respectant, n'est-ce pas, les consignes de ce qui se passe au Niger par les Nigériens eux-mêmes et retiennent qu'aujourd'hui, de tous les pays qui forment le G5 Sahel, c'est le dernier enfin qui est en train de se libérer afin que toute la bande du G5 Sahel, sahélo-sahélienne, soit définitivement libre. C'est de ça qu'il est question. Alors, quand vous le dites, Madame Dikoumé, on a l'impression qu'il va falloir aller dans un rétropédalage. Sauf que hier encore, il y a eu ce bilan des réunions des généraux pour les différents pays qui évaluent déjà les stratégies pour une intervention du côté du Niger. Est-ce que ce sera dissout dans ses voeux? Émile Messi, pour vous, quelle serait peut-être l'issue pour qu'on n'en arrive pas à une situation plus chaotique que celle qui semble se positionner du côté du Niger? Autant on condamne des coups d'État, des coups de force, autant on doit respecter aussi un principe simple de la démocratie qui est le pouvoir du peuple. Tout le pouvoir nous vient du peuple. C'est pour cela que parfois quand nous venons sur les plateaux de télévision, nous avons aussi un devoir d'éducation, un devoir de donner des bonnes informations pour nos enfants qui nous suivent. Quand on dit que le pouvoir revient au peuple et que ce peuple exerce son pouvoir soit par ses représentants, soit par voie référendaire, c'est-à-dire que le peuple est consulté sur une question précise directement par ce qu'on appelle le référendum sur une question donnée. C'est ce qu'on avait vu il y a exactement une semaine en Centrafrique, lorsque le gouvernement centrafricain a pensé qu'il fallait modifier la constitution et a donc soumis ce projet de constitution directement au peuple pour que le peuple l'accepte ou ne l'accepte pas. Ça veut dire que lorsque ce pouvoir revient donc au peuple, qu'il exerce soit par ses représentants ou par voie représentaire, les constitutions ne sont donc plus immuables. Les constitutions peuvent être révisées par des mécanismes qui sont prévus. Lorsqu'on entend qu'il y a eu des coups d'État constitutionnels, ou alors les coups d'État constitutionnels existent parce que lorsqu'on a modifié une constitution, ça devient une coup d'État. Non, ce n'est pas possible. Si telle est la volonté du peuple, une constitution est appelée à être modifiée pour s'adapter aux évolutions du temps. Il a parlé du cas du Cameroun en 2012. Sauf que le cas du Niger n'a rien à voir avec... c'est même là où je vais en venir. Avec ces situations. C'est là où je vais donc en venir. Pour dire que ce qui se passe, l'actualité au Niger en ce moment. Restons sur le Niger. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a eu par le passé des coups d'État légitimes. Lorsque nous rentrons dans la sociologie politique, certes, un coup d'État est d'emblée illégal, mais il peut y arriver qu'on arrive à des coups d'État légitimes. C'est-à-dire, ce coup
qui vient comme pour libérer le peuple. Nous avons l'exemple, par exemple, de la France en 1958. Le général de Gaulle arrive à la tête de l'État français par un coup d'État. Et quand vous questionnez l'histoire de la France aujourd'hui, le général de Gaulle est l'homme politique qui a marqué la politique française jusqu'à aujourd'hui. Il paraît qu'il était militaire. Je pense qu'il s'appelle, c'est un général d'armée. Je crois qu'il paraît qu'il était militaire. J'ai dit c'est un général d'armée. Général de Gaulle, c'est pas le nom du quartier. C'était un général d'armée. En 1945, pour rentrer encore un peu en arrière, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le général Pétain, un militaire également, qui était chef d'État, pour une indignité vis-à-vis d'un autre chef d'État, qui était également très robuste, très connu, en l'occurrence Hitler, il a été déchu de ses fonctions pour la petite histoire, parce que la France n'a jamais voulu que le monde entier sache cette histoire. Le général Pétain, le maréchal Pétain, recevant Hitler en France, à l'aéroport, parce qu'il était déjà âgé, il faut aussi le savoir, lui a donné un coup de poing, un coup de main pour le saluer, et a serré sa main très fort. Le maréchal, très fatigué, s'est écroulé. On l'a déchu parce qu'il y avait une indignité, ce n'est pas un chef d'État, il a été déchu de ses fonctions. Si on revient en 1969, il faut le dire, Mohamed Kadhafi, qui a marqué l'Afrique aujourd'hui, qu'on ne le veuille ou pas, arrive au pouvoir par un coup d'État. Et on sait ce que ce monsieur a fait pour son pays. On peut citer des exemples comme ça. Pour dire que Sankara convaincu, je ne veux pas parler de ça, même ceux qui sont encore en fonction, Biangama est arrivé au pouvoir par un coup d'État, Sassou Nguesso par un coup d'État. Mais si à un moment donné, il y a une adhésion populaire, c'est-à-dire que si ces gens qui sont là servent des intérêts de leur peuple, et alors là, on peut dire que bon, voilà le peuple qui est libéré. Mais quand on dit les missions régaliennes d'une armée, c'est l'intégrité territoriale. C'est la sécurité des hommes et des biens. Bref, c'est eux qui sont le garant du patrimoine national, qui à un moment donné peuvent se rendre compte que ceux qui sont au pouvoir ne font plus exactement ce que le peuple attend d'eux. Alors ça peut faire comprendre certaines actions militaires. Voilà. Parce qu'on peut se poser des questions à un moment donné. Pour qui roule tel chef d'État ou tel autre? Est-ce qu'ils sont en contradiction avec les masses populaires qui sont dans la pauvreté? Alors là, on peut donc avoir l'espoir que cela amène des réponses concrètes. Mais si les militaires quittent là où ils doivent défendre le territoire, là où ils doivent défendre les personnes et les biens, juste pour se plaire au pouvoir, il y a un problème. C'est pour cela que pour revenir avec ce que la CEDEAO fait aujourd'hui, je ne vois pas la CEDEAO, puisque ce qu'on a en droit, on appelle c'est la jurisprudence. Qu'a fait la CEDEAO par le passé dans les mêmes conditions? On aura beaucoup de questions à faire là-dessus. Et moi, j'insiste là-dessus, à un moment donné, quelle est la réelle volonté du peuple nigérien dans ce spectacle? Vous me voulez la relance, justement, que je m'apprêtais à faire pour... merci pour Maurice Kemo, Émile Messi. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on peut sortir du débat quotidien de nos institutions pour s'interroger davantage à ce qui se passe du côté du Niger. Pour ceux qui nous prennent à l'instant, vous êtes toujours... en direct sur Cam 10 Télévision, c'est le grand débat. On suit d'ailleurs en temps réel comment les choses évoluent. Le général Tiani qui a décidé de mettre en difficulté le président Bazoum. Quelle est l'intention du peuple? On connaît déjà la position de la CEDEAO, mais il peut avoir des corollaires. Il y a l'Algérie, par exemple, qui estime que pour le partage qu'elle a de frontières sur plusieurs milliers de kilomètres avec le Niger, peut être violemment impacté. Ça crée une situation finalement qui peut se transformer au-delà de ce qu'on espère en termes d'accalmie. Bien sûr, bien sûr. Je pense que ce soit l'Algérie, que ce soit le Nigeria, ils prônent justement que voilà, cela se solde par la paix, et donc il faut la solution du dialogue. Alors quels outils, puisqu'on va faire parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe là, oui, je vais revenir à ce qui se passe où la CEDEAO veut envoyer des forces militaires pour attaquer le pays. Moi je crois que ça va mener plutôt les troubles. Comprenez un peu, parce qu'aujourd'hui, le Niger dépend à 70% en termes d'électricité du Nigeria. Le Nigeria ne veut pas
d'une solution militaire. Vous avez l'Algérie qui également n'en veut pas parce que ça peut également aller jusqu'à toucher son propre territoire. Et donc aujourd'hui, et quand vous voyez également, je veux dire qu'il y a quand même une certaine... il y a de la tension dans l'air parce que vous voyez que le Mali et le Burkina est solidaire du coup d'État qui s'est déroulé au Niger. Et ils ont fait une lettre conjointe pour dire qu'ils seront du côté de la junte qui est au pouvoir au Niger, au cas où la CEDEAO venait à s'attaquer militairement au Niger. Et vous voyez que ces deux pays que je cite font partie de la CEDEAO. Donc vous voyez qu'à l'intérieur, c'est déjà divisé. Et donc le Tchad également dit aujourd'hui que non, il ne peut pas... Bon, c'est pas l'Afrique de l'Ouest, mais veut dire que le Tchad a dit qu'il ne peut pas envoyer ses militaires là-bas parce que vous savez que c'est quand même le président tchadien qui, pour la première fois, allé justement s'enquérir de la situation, non de la calmie qu'on voulait. Donc aujourd'hui, je pense que la solution militaire n'est pas la solution. Et la solution militaire, vraiment, ça va mener à des troubles. Et puis, les populations qui sont déjà dans une situation de paupérisation avancée vont de plus en plus souffrir. Mais ce qu'il faut dire pour sortir, parce que c'est la dernière prise de parole sur la question, c'est que en réalité aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que les peuples ont besoin du minimum. Et c'est quand vous avez des chefs d'État qui sont à la tête de vos pays et que vous semblez qu'ils ne font pas le travail pour lequel on les a élus, il va de soi que le peuple va se lever. C'est pourquoi d'ailleurs le peuple, dans sa grande majorité, soutient ces coups d'État-là qui se passent en Afrique de l'Ouest. Parce que véritablement, on a l'impression que les chefs d'État, depuis une vingtaine d'années, sont en train de nous ramener encore dans une dépendance totale où on a l'impression qu'effectivement, on est encore des pays qui ne sont pas indépendants, qui ne sont pas matures. Vous comprenez un peu? Parce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une question qui touche d'ailleurs l'ensemble des 15 pays africains du précaré français qui utilisent le franc CFA. Voilà une question importante. Combien de chefs d'État osent dire que cette monnaie-là, qui est une monnaie coloniale, qui est en réalité la propriété de la France, comment faire pour s'en départir? Vous savez que les chefs d'État africains de ce précaré français, les 15 pays qui ont essayé de sortir de ce franc CFA-là, soit ils ont été tués, soit ils ont été débarqués de leur poste. On peut citer des cas. Donc aujourd'hui, je dis, il y a des questions épineuses comme ça qui font que finalement, le peuple se dit, les chefs d'État qu'on élise ne veulent pas effectivement faire le travail pour l'intérêt du peuple et donc ils sont en train de s'arrimer à l'intérêt de la France et c'est pourquoi des populations se lèvent. Mais aujourd'hui, c'est un courant qui est, je veux dire qu'on ne peut plus s'en départir aujourd'hui parce que les jeunes Africains comprennent que regardez combien ils sont en train de mourir dans la Méditerranée parce qu'ils partent chercher la pitance ailleurs. Or, chez nous, et le président burkinabé l'a dit, mais aujourd'hui, les jeunes Africains viendront devant leur palais pour demander cette pitance. Vous comprenez un peu? Et ça va toucher peut-être la deuxième question qu'on va aborder. Parce que on dit, si on ne donne pas le travail aux gens, si des gens ne peuvent pas, après avoir eu donc des bacs plus 5, des masters 2, ne pas trouver du travail, mais comment on fait alors dans ce cadre-là? Alors qu'on a des pays où le sol et le sous-sol sont riches, mais les populations sont pauvres. Le Niger ne doit pas être un pays pauvre. Vous comprenez un peu? Parce que l'uranium, il faut le rappeler aux téléspectateurs, c'est avec ça qu'on a nos téléphones, qu'on construit des centrales nucléaires. Vous avez 5 pays qui constituent ce qu'on appelle, comment on appelle ça, de l'ONU là, les 5 en réalité qui ont le Conseil de sécurité et qui ont le droit de veto. Alors que peut-être 2 ou 3 de ces pays, il n'y a pas l'uranium sur leur sol, dans leur sous-sol. Ils viennent exploiter en Afrique pour aller être dans une puissance mondiale. Et donc, on nous met dans une situation où on ne peut pas transformer nos matières premières minéralogiques en des produits finis qui produisent donc ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Et donc, continuer à vendre nos matières premières de cette manière-là.
Mais bien sûr, parce qu'on a l'impression que les militaires, ils sont droits et ils veulent travailler pour l'intérêt du peuple. S'ils sont là pour l'intérêt du peuple, les populations ne peuvent qu'applaudir. Alors, de toute façon, on ne va pas manquer de suivre de près l'actualité du côté du Niger. François Abikoro, on a vu des coups d'État. On a parlé de légitimité, mais certains aussi, qui, après avoir pris les rênes, ces chefs armés, ne plus forcément servi la cause. Finalement, pour vous, quelles peuvent être les pistes de sortie de cette situation très tendue du côté du Niger et le regard de la CEDEAO? La première chose, c'est de faire une analyse conjoncturelle. Je vous ai dit que la guerre de l'Ukraine et le Covid ont été un vecteur assez puissant de conscientisation de la masse populaire africaine. Vraiment, si vous ne partez pas sur ce prisme-là, ça ne vaut pas la peine qu'on continue le débat. Les Africains se sont rendus compte que quand les gens ont leurs problèmes, tous les moyens sortent. Quand ils ont leurs problèmes, ce sont nos moyens qui doivent sortir. Ça, c'est la première chose. Je reviens encore sur les bacs et tout cela. Nous sommes des États jacobins. Les critères de convergence, comment aimer son chef d'État, sont définis par d'autres personnes. Les critères de divergence, comment haïr son chef d'État, sont encore définis par d'autres personnes. Quand on dit qu'il faut coaliser les forces, nous faisons ce débat sur ce plateau aujourd'hui parce qu'il y a la force multinationale mixte, je crois. Mais on ne va pas quand même oublier qu'un matin, quelqu'un qui n'est pas en Afrique avait dit « je convoque ». J'ai eu la chair de poule le jour-là, j'étais au Tchad. D'ailleurs, je convoque ces gens-là demain matin pour qu'on s'occupe de combattre l'insécurité. Je crois que le vrai problème reste dans le débat public. Le monde a évolué. Nous sommes interpénétrés. Donc on ne peut pas dire qu'on va partir de X à Y. Là, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est la situation du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Elle est claire, c'est une question sécuritaire. Rien à voir avec le chef d'État qui donne à manger à ses populations. Sinon, aucun chef d'État en Afrique et la moitié des chefs d'État du monde ne seraient plus au pouvoir. Parce qu'ils ne donnent pas à manger à la population. C'est une question sécuritaire. Le Camerounais, le Nigérien, le lambda pose la question qu'on a une base militaire américaine, la superpuissance sécuritaire du monde, au Niger. On a une base de l'Union européenne au Niger. On a une base de la France au Niger. Mais comment donc comprendre que là où est concentré l'ensemble des gens qui, même quand tu dors, savent que tu veux faire un coup d'État. Première chose, le coup d'État a eu lieu, ils étaient là. Deuxième chose, les portions congrues s'agrandissent en ce qui concerne leurs États. Vous avez vu au Mali, quand la France, l'État Cuba, le Papa arrive, on était à 73% de la population, du territoire qui était gouverné. Au moment où les Maliens disent mon frère part, il restait à peu près 13%. On faisait tout à la capitale. Je crois que même en dehors de Niamey, moi j'étais au Niger 3 fois. En dehors de Niamey, il n'y a plus rien. Tout à Niamey. Même à Niamey, je vous dis, d'un quartier à un autre, c'est à peine si on voit un pont. Mais les gens disent qu'au moins sur le plan sécuritaire, il faut qu'on règle. Peut-être que les autres n'ont pas une bonne connaissance. La preuve, quand vous dites que vous allez couper le courant au Niger, il y a à peine 20% des Nigériens qui savent ce qu'on appelle le courant. À peine 20%. D'abord, voilà donc des gens qui prennent une décision en méconnaissant de la réalité sur le terrain. Et les gens qui paient ce courant, ce sont les États. Ce qui va se passer, c'est que les embargos rendent les gens forts. Kadhafi est devenu fort et gênant pour les Occidentaux à cause de l'embargo. Il faut faire attention. Moi, je pense donc que c'était une question de principe. Il faut toujours rester dans les principes. La CEDEAO était dans les questions des principes. Mais la CEDEAO doit se souvenir que, son envoyé spécial, vous voyez que je n'ai pas cité son nom, n'est pas très loin de la situation qu'on va aller régler au Niger. La CEDEAO doit se souvenir qu'au Burkina Faso, c'était la même situation, ils savent comment ça a été réglé. Mais ce que je veux retenir de positif, c'est la volonté de coalition des États africains pour régler un problème sécuritaire. Voilà. Et je crois qu'on doit beaucoup encourager ce genre de situation qui a déjà marché en ce qui concerne l'Afrique centrale. Je crois que ça peut marcher de ce côté-là, sans ingérence, mais avec une participation de l'ensemble des forces mondiales. Et le président Paul Biya, je sors de Saint-Pétersbourg avec lui, il n'a pas fait le prix de Nivakin. Il faut bien sûr ça. C'est dommage qu'on n'en parle pas dans les plateaux de télévision. Il est allé au très fond du débat de la gouvernance mondiale.
en se posant la question de savoir comment diantre, en 1945 ils étaient 5. Aujourd'hui ils sont, je crois, 192. Je ne sais pas le nombre d'États indépendants. Comment diantre, sur les 5 membres du Conseil de sécurité, 4 sont d'un même village? Est-ce que vraiment, si il y a des questions que l'on pose comme ça, 4 sont d'un même village, et les 4 de ces mêmes villages se sont coalisés pour sauver un quartier de leur village qu'on appelle l'Ukraine. Le président Paul Biya a posé ce problème. Donc, pour la solution globale, il faut qu'on refonde, qu'on reforme le système de gouvernance mondiale. Pourquoi les institutions qui ont été créées ne l'ont été faites que pour l'Afrique? L'OMS pour vendre les remèdes, l'UNESCO pour vendre l'éducation qui ne s'adapte pas à notre pays. Je peux en citer comme ça le FMI pour nous tenir en laisse sur des choses qu'on ne veut pas. Voilà. Ça devient compliqué. Donc le débat est assez grand, mais pour le moment, retenons que pour ce qui concerne les 3 pays-là, et notamment le Niger, c'est des questions sécuritaires. Et pour les peuples, je termine par là si vous le permettez, j'ai toujours vu des peuples, à chaque fois qu'il y a un coup d'État, dire c'est bon. Tandja, celui qui est tombé là, Issoufou, a dit que le coup d'État était bon. Quand Issoufou est tombé, je crois que Bazoum lui a dit que le coup d'État était bon. Parce que justement, il faut empêcher les populations de tomber sous le coup de la mode. Moi, je suis foncièrement contre la réputation du pouvoir par la violence. Mais je dis que expliquons bien aux populations que chaque pays a sa spécificité. Voilà ce qui s'est passé là-bas chez eux. Ils ont eu l'impression, parce qu'ils n'ont pas d'armée, que celui qui a dit qu'il vient les protéger ne les protège pas. Je dis bien l'impression. Et ils se sont dit qu'ils peuvent aller voir ailleurs à une solution interne. C'est peut-être la solution interne qui fait que les populations... Merci François Bikoro. Oui, à vous, hein, je reviens par rapport à ce dans que un instant, oui. Mon frère Bikoro 30 secondes, vraiment, 30 secondes. Pour dire que les questions sécuritaires, nous sommes d'accord, ne sont pas détachables des questions d'alimentation, des questions d'éducation, des questions de santé. Nous avons... Des questions existentielles. Nous avons placé tous ici que ce pays, face à une pauvreté qui est quand même inquiétante. C'est tout cela justement qui constitue des questions sécuritaires. On ne peut pas être en sécurité si on a faim. On ne peut pas être en sécurité si on n'a même pas d'éducation. On ne peut pas être en sécurité si on ne peut pas se soigner. Donc c'est toute la sociale qui constitue en réalité des questions de sécurité pour ce peuple nigérien dont il est question aujourd'hui. Merci. Donc ce n'est pas détachable. C'est éclairci. La question reste profonde. Peut-être je m'en voudrais de ne pas donner peut-être des 30 dernières secondes à Florence Dikoumé qui suit de près ce problème. Et d'ailleurs, tous les téléspectateurs, ils sont d'ailleurs très nombreux qui ne bougent pas de leur fauteuil, même si certains, comme notre téléspectateur Ryan dit, finalement ne comprennent plus rien à cette situation. Votre avis pour peut-être étayer davantage, diluer ce débat un peu technique pour les téléspectateurs qui nous comprennent, tout en croisant les doigts, que ceux qui nous regardent depuis Niamey, parce qu'on a des Camerounais dans toutes ces contrées africaines qui nous suivent. Madame Dikoumé, Florence? Oui, mais je commence par la CEDEAO. Je voudrais demander à la CEDEAO de cesser de vouloir faire le plein de tonneaux de Danaïde parce qu'ils n'arriveront pas. Elle n'arrivera pas à le faire. Nous sommes fatigués depuis la période précoloniale, la période coloniale, la période néocoloniale. Nous sommes toujours en train de vouloir faire le plein de ces tonneaux qui ne peuvent pas remplir. Vous connaissez le mythe du tonneau de Danaïde. Ça veut dire qu'il est creusé. Au fur et à mesure que vous mettez, le liquide sort de l'autre côté. C'est ça la politique de la Franc-Afrique. Il faudrait donc que cela prenne un terme. Ces pays de la bande sahélo-sahélienne ont des sérieux problèmes de développement. Pourtant, il y a des extractions minières qui se font là-bas tous les jours, sous fond de tension, bien que les autres soient en train de guerroyer. Et on laisse carrément les soldats de ces pays au chômage. Par exemple, au Niger, il y avait 700 hommes qui étaient là pour la garde de Bazoum contre 1500 Français. Ils sont sans armes, les 700, contre 1500 armés. Donc, je ne sais pas comment vous pouvez défendre votre territoire quand vous n'avez pas d'armes. C'est infaisable. On a un problème de développement parce que, au-delà du problème sécuritaire, il y a l'urgence climatique. Ce sont des zones fortement ensoleillées qui jouxtent le désert du Sahara. Et vous allez réaliser qu'à cause de l'insécurité,
On n'a pas pu construire la ceinture verte que ces 5 pays du Sahel voulaient mettre en place pour fertiliser les sols, pour pouvoir apporter un développement et résorber les crises alimentaires, résorber les crises énergétiques. Cela n'a pas été fait à cause de l'insécurité. Alors je crois qu'aujourd'hui, avec la junte qui vient aux affaires, on permettra que cette ceinture soit construite afin que les sols soient à nouveau irrigués et fertilisés, que les fermiers et l'État puissent mettre en place un véritable moteur de production qui résorberait les famines, annihilerait le chômage et permettrait au Niger de se mettre sur ses bottes et pouvoir, comme tous les États du monde, pouvoir aux besoins des populations et proclamer donc leur souveraineté. Et au-delà de ça, on ne peut pas dans un minuscule pays comme le Niger avoir 3 bases militaires étrangères. Pourquoi faire dans un pays qu'on dit hautement paupérisé? Il faudrait donc aussi que les accords militaires soient revus et corrigés afin que le Niger puisse retrouver sa souveraineté. Pour une fois dans l'histoire de l'humanité, le Mali a vendu son nord exploité par lui-même et il en a fait des bénéfices. Ce qui veut dire que nous pouvons nous-mêmes exploiter nos minéraux, pouvoir nous enorgueillir, nous émanciper. Merci. Avec le monde en mutation, le conflit en Ukraine, les Africains sont désormais éveillés et émancipés et veulent eux-mêmes présider à leur destinée. C'est un message que j'envoie à la CEDEAO. Merci Florence Dikoumé. On va d'ailleurs apprécier les téléspectateurs qui sont très concentrés. Certains estiment que ça change un peu le débat du dimanche. Mais ça fait partie des questions qui interpellent, pas que les pays de l'Afrique de l'Ouest. Merci à notre très cher Ryan Andros. J'espère qu'il a fini par comprendre. Il y a beaucoup de réactions. Solange Damou, Kiren Adjara, Michaelo Jordan, Pierre Bernard qui apprécie la témérité de Madame Dikoumé. Comme d'habitude, vous avez beaucoup d'admirateurs qui nous regardent en direct sur la page Facebook qui réagit. Merci à Grace Deal et forcément ils sont très nombreux. On va davantage cumuler vos réactions et poursuivre le débat parce que la question reste de fond et on espère que ce dimanche soir ne sera pas le début d'un autre théâtre pour la libération du président Bazoum du côté du Niger. Mesdames, Messieurs, restez sur Cam10 Télévision. Les 40 dernières minutes nous permettent de revenir sur place avec Maurice Kemou du MRC, autant pour moi, et naturellement Madame Florence Dikoumé, internationaliste, plusieurs casquettes, comme Emile Messi, lui qui est bien fidèle au Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur la casquette de ce matin. Je ne manquerai pas de saluer la présence de François Bikoro, activateur politique, mais aussi des questions de société avec nos bensikineurs, permettez l'expression triviale, les chauffeurs de moto-taxi, qui ont repris le devant de la scène avec une actualité très tendue dans la plupart des arrondissements de Yaoundé et même dans d'autres villes. Ce petit reportage de Eric Bilon nous plante le décor pour la deuxième thématique du grand débat. L'opération est menée dans des zones précises, interdites à la circulation. L'entame est au carrefour intendance, stationnée en attente de clients et pour certaines en circulation, ces motos sont saisies et envoyées en fourrière. La même opération est menée au marché central, lieu dit Niki, à la poste centrale ensuite et au carrefour de la préfecture de Yaoundé 1er. Transporteur ou pas, vous êtes stoppé. Je suis en train de rouler avec une femme. On m'a bousculé ici, tombé. On m'a arrêté, il m'a demandé rien. Ils sont partis avec ma moto. Oui, moi, je travaille la moto. Le message est clair, pas de moto dans ces zones dans la ville de Yaoundé. Les zones interdites à la circulation des mototaxis sont connues. Des points comme la poste centrale, ici le lieu du rond-point province, le marché central, le boulevard du 20 mai, sont inondés par les mototaxis. Nous ne pouvons pas laisser cela. Le préfet compte aller plus loin pour empêcher toute circulation de motos au centre-ville et stopper le phénomène de désordre urbain. Il faudrait, parce que cette activité incombe aux collectivités territoriales décentralisées. Nous leur demandons une fois de plus que cette action soit prise au sérieux. C'est inadmissible que la capitale, qu'on retrouve les mototaxis en plein centre-ville.
Les conducteurs de moto-taxi sont prévenus, à ces zones, n'y allez pas. Seuls ceux ayant une autorisation de circuler peuvent s'y rendre. Des images tournées par Samuel Bognis. On revient sur notre quotidien. Difficile de parler de moto-taxi, sans rappeler que pour certains, c'est carrément indispensable. Mais face au désordre urbain, on a vu la sortie du préfet. Il y a eu cette grande mobilisation des différents sous-préfets et maires. Maurice Quemou, ça vous arrive d'aller en moto des fois quand c'est serré dans la ville, mais ces motos-taximens, pour vous, sont-ils un problème qu'il faut prendre au sérieux en termes de désordre et même peut-être d'insécurité quelquefois pour certains? Ben écoutez, oui, ça m'arrive. Ça m'arrive des fois de garer, de continuer avec une moto parce que peut-être tu n'as pas de course pour aller à une émission et puis je ne suis pas seul. Il y a des embouteillages, etc. Donc, tout à l'heure, j'ai été d'accord sur la question du Niger avec Madame Dikou, mais vous l'avez présenté comme internationaliste, mon ami Émile Messi, et puis le patriarche François Bikoro. Donc vous allez me permettre sur la question que les trois représentants du RDPC, que moi j'ai plus de parole. Non, je dis que sur la question, je suis entouré donc des trois représentants du RDPC, même s'ils sont sur le plateau avec d'autres casquettes, vous allez me permettre d'avoir un peu plus de temps. Donc vous voyez un peu, parce que cette situation-là, c'est eux qui gagnez déjà beaucoup de temps. C'est le gouvernement qu'ils soutiennent. C'est le gouvernement qu'ils soutiennent qui les a créés. Oui, bien sûr, c'est une question sociale, mais que leur gouvernement doit résoudre. Et donc, c'est leur gouvernement qui a créé ce problème-là. Donc, c'est un problème sérieux. Vous comprenez un peu? Un problème de société où vous ne pouvez pas. Parce que c'est très facile là, quand vous sortez avec vos galons et puis vous arrêtez une moto. Bien sûr, il y a des zones interdites. Mais je voudrais dire quand même au préfet qui parlait du Fundi tout à l'heure là, que très souvent c'est cette moto là qui nourrit 7 personnes dans une famille. Vous comprenez un peu? J'ai des amis moto-taximan. C'est-à-dire que quand vous arrêtez sa moto et quand ça va à la fourrière municipale et qu'on lui demande 25 000 pour retirer cette moto, peut-être c'est sa recette de 2 semaines. Il nourrit sa famille avec cette moto. Qui d'enfreindre les lois et aller circuler au boulevard du 20 mai. C'est ce que vous allez voir parmi ces motos, oui. Vous allez voir que il y a justement des gens qui ont Bac plus 3, Bac plus 5, faute de trouver du travail, parce que le gouvernement ne peut pas leur donner du travail. Ils ont assez tenté de concours, comme ils ne sont pas les fils de telle ou telle personne, comme ils n'ont pas un certain nombre de patronymes, ils sont laissés à eux-mêmes. Quand il peut prendre 200, 300 000 et acheter une moto pour subvenir aux besoins de sa famille, et qu'on arrête, lui, il y a des zones qu'on a interdites, mais vraiment, on doit tenir compte de la situation sociale, de la précarité qui prévaut. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais quand même rappeler que le Cameroun, j'ai envie de dire que c'est un marquement en ébullition et que le jour que ça va exploser, ça va prendre des proportions très dangereuses. Vous comprenez un peu? Parce que des Camerounais sont tensionnés là-dehors, dans tous les secteurs. C'est-à-dire que vous allez voir que des doctorants sont très souvent devant le premier ministère pour demander le travail, les doctorants. Vous allez voir que les enseignants, vous avez suivi l'année dernière avec tout ce qui s'est passé avec des enseignants, des aides-soignants, etc. Donc, tous les secteurs, ça ne va pas. Et donc, quand vous vous attaquez également aux moto-taximans qui, faute de trouver du travail, ont un moyen de locomotion pour porter... C'est un travail digne pour certains qui nourrissent... C'est le RDPC qui dit que c'est un travail digne. Vous comprenez un peu? Parce qu'ils ont fait deux travails sérieux. Ils ont fait 2 travails sérieux au Camerounais. C'est le call box et puis les motos. Ces travaux ne sont pas l'émanation du parti au pouvoir. Non, ça fait partie. Quand chaque année le président de la République dit les chiffres en termes de travail, de postes de travail créés, je pense que parmi les chiffres qui sautent souvent, il y a les motos taximens et les call box.
Alors, je vais revenir à vous tout à l'heure sur comment réguler le secteur. Merci d'avoir planté le décor de la situation. On ne va pas revenir sur les positions des politiques par rapport aux motos. La question de fond, c'était davantage l'incivisme et même le problème qui est souvent difficile à comprendre par ces agents de la police municipale. Quel est votre regard par rapport à ces motos-taxis qui bientôt seront à la une avec le début de la rentrée scolaire et tout? C'est une question qui préoccupe. Le préfet d'ailleurs en a fait toute une réunion. Tout à fait, vous avez raison. C'est une préoccupation majeure. C'est un problème social qui même qui tend à devenir un fléau social, cette affaire de moto-taxi dans les grandes agglomérations. Nous sommes peut-être à Yaoundé, je vous assure qu'à voilà, il se pose encore différemment. Donc c'est une préoccupation, mais simplement nous regrettons du fait que lorsque nous venons sur les plateaux de télévision, un point de vue dans le cadre de nos partis politiques, dans le sens d'accompagner le gouvernement à prendre de bonnes solutions, à voir comment résoudre le problème. Mais il y a des partis politiques qui tentent simplement à faire une politique politicienne, bref, qui ne nous fait pas avancer. Personne n'échappe à tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi-même, je vous assure qu'il y a des moments où, à cause des embouteillages, parce qu'on ne peut pas circuler, on est obligé d'aller garer quelque part pour prendre cette moto-là, pour arriver rapidement au bon endroit. Donc, ces gens sont utiles. Mais, à un moment également, il faut se poser. Vous avez posé des questions d'insécurité. C'est réel, le désordre urbain. Quelqu'un vient vous heurter, les autres viennent en masse. Cette solidarité-là, c'est des choses qu'il faut vraiment résoudre. En plus, le gouvernement ou l'État, c'est aussi la population. Personne n'est épargné de ces choses-là, quels que soient les bords politiques auxquels nous appartenons. Donc, moi, je crois que le préfet a bien planté le décor. Et il semble que, vous vous rappelez bien, il n'y a pas très longtemps, le chef de l'État lui-même est sorti et a dit que ce secteur d'activité gagnerait à être organisé, qu'on devrait organiser les motomanes parce qu'ils sont essentiels. Bon, nous sommes peut-être en ville. Il y a des zones reculées où il y a sans ces motos-là, on ne peut même pas y accéder. Ils gagnent donc à être organisés. Le lendemain, mais je vous assure que ces gens-là, ils ont fait un défilé je crois, de la poste centrale jusqu'au palais là-bas, où presque personne ne les arrêtait plus. Ils ont dit que le chef de l'État lui-même a dit, vous avez suivi. Donc laissez-nous tranquilles. Et pourtant, il appelait justement à ce qu'on les organise. Donc comme le préfet dit, je pense qu'aujourd'hui, la compétence doit revenir plus que jamais par les mairies, qui doivent définir le périmètre de circulation de ces gens-là. Sinon, on ne s'en sort pas. Donc que les maires prennent vraiment, surtout les maires de communes, prennent vraiment cette affaire en charge en les immatriculant et en sachant qui est qui. Ces problèmes d'insécurité sont réels. Nous en sommes victimes chaque jour. Toute agression actuellement à Yaoundé est accompagnée par ces gens. Ça, je peux vous le certifier et tout le monde le sait. Que toute agression en route là, il y a toujours un motoman derrière. Dès qu'il vous casse votre voiture, c'est quelqu'un qui vient le prendre et puis fuit. Donc, je crois qu'ils doivent d'abord être bien identifiés, ils doivent être bien immatriculés et respecter leur zone de circulation. Ça ferait donc que lorsqu'il y a une situation, qu'on sache exactement qui fait quoi à cet endroit-là. On ne peut pas circuler dans toute la ville de Yaoundé avec les motomanes un peu partout, avec tout ce que je décris là comme insécurité. Donc je crois que c'est une précaution qui n'épargne personne. Tout le monde est confronté à ces problèmes-là. Donc, vouloir toujours politiser ce genre de choses, je crois que ce n'est pas vraiment un débat. Merci Émile Messi. Alors peut-être en rappel, hein, il faut dire que il y a l'identification de ces chauffeurs taxis qui a commencé depuis et en ce moment sur le communiqué du gouvernement, on leur accorde encore quelques jours, très peu. Le cas de Yaoundé 4. Yaoundé 4e sur 15 000 motos répertoriées selon le sous-préfet que nous avons rencontré en semaine. À peine 3 500 sont identifiés. Et là, il y a le problème des mairies. Il y a les mairies qui n'arrivent pas à encadrer les secteurs, les différents groupes de mototaximens. Mais eux aussi, ils renvoient l'ascenseur du côté de cette police qui abuse de leur pouvoir, entre guillemets, quand il faut interpeller. On a vu des scènes quand même assez désobligeantes, Florence. Je voudrais, avant de répondre à votre préoccupation, dire à mon voisin de gauche
qu'en termes de... Comment je vais même appeler ça? De tolérance administrative, je crois que le Cameroun est allé un peu trop loin. Parce que si on dictait véritablement, ces taximans qu'il veut défendre, enfin les positions qu'il défend aujourd'hui n'auraient pas lieu. Il me souvient lorsque on a connu une petite dilution de coronavirus, j'ai dû me rendre dans un pays hors du Cameroun pour un congrès. J'ai trouvé des scènes horribles où justement, à tous les coins de rue, il y avait des agents de police qui fouettaient des adultes qui n'obéissaient pas au port du masque. En pleine chaussée, après vous avoir fouetté comme ça, vous payez une amende. Et si vous n'avez pas d'argent, on vous embarque. C'est pour vous dire que si cet état de choses était visible chez nous, vous seriez encore à crier qu'il y a une dictature sévère. Le secteur de mototaximan, bien évidemment, nécessite une certaine régulation, comme tous les secteurs par ailleurs. Alors quand vous revenez maintenant sur la responsabilité des mairies, il était véritablement temps que les chefs de terre se réunissent et trouvent une solution à cela, parce qu'il faudrait d'abord extirper le mauvais grain. Ce n'est pas tous les mototaximens qui sont voleurs ou agresseurs, il y a simplement que les gens ont trouvé des voies et moyens, parce que vous savez, il y en a qui ont l'imagination très fertile. Ils ont infiltré ce métier-là pour se mettre à commettre des exactions. Alors une fois que le tri sera fait, je crois que ce sera bien. Nous avons soulevé sur ce plateau le problème d'emploi. Il faudrait aussi limiter, c'est-à-dire que le nombre de mototaximens, tout le monde ne peut pas être mototaximen. Chercher ceux qui effectivement exercent dans le secteur, les immatriculer et les conserver. Extirper le mauvais grain. Maintenant, quand vous parlez des mairies, les mairies n'ont pas à abandonner ce secteur rien qu'à la mairie municipale. Parce que la mairie municipale n'est pas dehors rien que pour les mototaximens. Elle est là pour tous les citoyens. Parce que quand on est en train de parler des ordres urbains, elle est multiforme, elle est plurielle. Il n'y a pas que les mototaximens qui soient, n'est-ce pas, en action dans tout ce que nous réprimons aujourd'hui. Nous avons des diplômés parmi ces mototaximens. On a passé le temps à croire que tout le travail n'était que dans la fonction publique. Mais il y a des exemples. Nous avons des aînés, nous avons des congénères parmi nous qui n'ont jamais été dans la fonction publique et qui ont réussi leur quotidien. Je crois que c'est ça même le rôle des mairies. Lorsqu'on a identifié, récupérer ceux des diplômés qui sont là-dedans, les réorienter parce qu'avec la décentralisation, nous avons toute une compilation d'orientation donnée dans les mairies. Les qui occupent ces espaces encore en friche, ces espaces vides, je ne sais. Donc au lieu qu'on se mette à faire des recrutements à l'aveuglette ou des recrutements orientés, qu'on se préoccupe de ces autres citoyens qui sont sur les motos, faute de mieux, afin de les orienter de ce côté-là. Les aider à ficeler des projets que la mairie est à même de financer. Nous savons quand même, je parle sous le contrôle de mon frère, le régional qui est en face de moi, que le gouvernement a déconcentré un nombre de ressources pour des projets porteurs où on pourrait orienter cette autre jeunesse en manque d'emploi. Donc, à ce niveau se trouve la responsabilité des mairies, comme vous êtes en train de le souligner. Alors, c'est bien beau, le cliché que nous avons au quotidien. Émile Messi, Maurice Kemou, Florence Dikoumet, François Bikoro, c'est davantage le volet de l'interpellation. Mais beaucoup réagissent, c'est-à-dire que ces mototaxis aussi sont là quand il faut contribuer à, par exemple, une arrestation. C'est eux qui vont au taquet, c'est eux qui vont en chasse. Mais comment résolument gérer ce problème? Vous connaissez comment ça se passe dans les coins reculés. Yaoundé peut-être crie à l'alerte, mais ailleurs, on ne peut pas pour autant leur faire un procès. Je vous ai dit tantôt que la Nivaquine, depuis la Covid, ne soigne plus toutes les maladies en Afrique. Moi, j'ai vécu en Afrique de l'Ouest. Les mototaxis existent en Afrique de l'Ouest depuis la nuit des temps. Oui. Ce n'est qu'au Cameroun que ça crée un problème. C'est au Cameroun qu'on voit un mototaximan sale, mal habillé, barbe hirsute et tout ça là. Agresseur. Non, pas agresseur. Au Cameroun. Je dis pas agresseur. Je dis au Cameroun, ils agressent. Parce que... Bon. Je dis pas agresseur. C'est pas une histoire. La généralité. Je me limite à ce que le préfet a dit. Ne nous trompons pas de débat. Le préfet dit qu'il y a des zones interdites au transport par moto. Si on sort de ce débat-là, on est perdu. Là, on est dans une affaire de salubrité publique. Si les gens, on n'est pas dans l'affaire de est-ce que le mototaximan est important, on dit il y a des zones. Moi, j'ai vécu à Conakry.
Que ce soit les taximens par auto, que ce soit les taximens par moto, personne ne sort de plus de 3 quartiers. Je n'ai même pas dit communes. Ce sont des transports de proximité. Ce sont des transports localisés. Personne ne doit faire la moto à Biyemasi s'il n'y habite. Le problème d'identification se règle là. Maintenant, c'est un problème de politique publique. Vous interpellez les collectivités territoriales décentralisées, dont le début de mise en œuvre des moyens n'est que de 2 ou 3 ans. Mais où est le ministère en charge de ces questions? Moi, je me souviens, un grand maire de la ville de Yaoundé, Djimé-Vouna, pour ne pas le nommer, avait commencé ce travail de salubrité. Et un matin, on dit qu'il doit assister à un conseil de cabinet, il dit « Je ne suis pas ministre, je casse !» Et le ministre des Affaires sociales s'en occupe. On fait comme si tous les problèmes de la République doivent aller sur celui qui est à la base. La base, c'est l'animation. Il y a les politiques publiques qui doivent être mises en place. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut partir de l'extrême nord pour venir faire la moto à Yaoundé. Moi, ça me gêne. Il y a des mototaximens, je le regarde comme ça, parfois c'est même des estrades nationaux. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut partir de l'extrême nord, de l'extrême sud, pour venir faire la moto à Yaoundé. Ça veut dire qu'il y a un problème de politique publique. Oui. Il faut fixer les gens dans leur microcosme. Ils sont connus par le voisin, ils sont connus par ceci, et ici adaptent, ici incrustent. J'ai vu à Douala des enfants dormir sur la moto. J'ai fait une petite enquête quand j'étais journaliste. Et ils m'ont dit qu'on les avait fait venir pour des questions électorales. Quelques années auparavant. On leur a donné des motos. Et après, ils ne savent plus quoi faire. J'ai vu à Yaoundé, j'ai pris une moto à 2h du matin. Le gars m'a déposé chez moi. Il connaît même ma maison. Il connaît mes enfants. Il est rentré. Je n'ai eu aucune inquiétude. Donc, laissez les affaires de trucs. Ce n'est pas les motos qui créent un problème. Le problème, c'est le respect de la réglementation et la promotion de cette réglementation. Ce que moi, j'ai vu à Tangandji avec les motos, j'ai vu Maurice Kamto avec les motos, donc laissez les histoires de politique, machin, tout. Les motos vous ont accompagné à Bafoussam, ils ont accompagné à Tangandji, à Douala. Donc ce n'est pas une question de parti politique ou autre. La question est celle de savoir, est-ce qu'au nom de la pauvreté, on doit enfreindre aux lois et règlements de la République? Première chose. Deuxième chose, lorsqu'on décide d'attraire à une profession, un métier, ça a des règles. Je ne comprends pas comment la maman qui vend en Vombi, on lui prend 100 francs chaque jour, on lui demande de bien laver l'environnement dans lequel elle se trouve, de ne pas mettre le formol dans le truc, son capital doit être de 1500 francs. Et quelqu'un qui dit qu'il a pris 500 000 pour acheter une moto, donc il devient une agence de transport. Et vous venez sur une plateforme dire qu'ils ont un problème de pauvreté. Non. Vous devez plutôt les aider à être plus prospères. Je pense, à mon avis, on l'avait proposé dans les années 90, quand les motos ont commencé. C'est à l'achat de la moto, chez le vendeur. Parce que les économies d'échelle, je parle sur le compte des gens qui ont été à l'école. Vous ajoutez au bas des échelles, comme vous voulez avec les mairies, alors que c'est à l'achat de la moto qu'on doit demander qu'ils prennent un casque, qu'on doit demander qu'il à la mairie paye une taxe, qu'on doit demander Vignette, pour permis, que, oui, assurance. C'est à l'achat de la moto, ce n'est pas à la fin du processus. Parce qu'ils exercent une profession qui est réglementée. Les taximens se plaignent. Et ils payent les 300 000, les 400 000 chaque trimestre. Et des gens qui font le même métier que vous venez dans les plateaux de trésor pour dire que non, ils ont 7 familles, ils ont 8 familles. Le barman qui est à côté du lycée de Biyemasi, alors que la réglementation dit 300 mètres au moins, il dit la même chose. Chacun va donc expliquer comme il veut. Il y a même eu un moment où des acteurs politiques ont expliqué des violences au nom de je ne sais pas quoi. Je pense, à mon humble avis, qu'il faut serrer les responsabilités. Le préfet parle des zones interdites. Ne sortons pas du débat posé par le préfet. Et le préfet dit les zones interdites, il les a citées pour le cas de Yaoundé. Je crois qu'à Douala aussi, il y a Bonanjo, il y a Bonapriso, il y a des endroits. Mais pour le reste des zones, que les gens s'organisent pour travailler dans ces zones. Qu'est-ce qu'un mototaximène censé nous amener dans les sous-bébas quartiers vient faire en pleine ville, qui a déjà lui-même ses problèmes, qui a déjà elle-même ses problèmes de salubrité publique. Je pense que si on reste sur ce camp-là, on va aider les mairies à comprendre quel est leur véritable rôle, c'est d'animer leur commune
Et les communes ont des agents de transport qu'on appelle les motos, ils ont d'autres trucs, ils peuvent les animer et les organiser avec les syndicats. Voilà. Et que l'État, dans la macrostructure, sache raison garder, au lieu chaque fois de se jeter les responsabilités. La mairie, comme l'État, comme le ministère, c'est le même gouvernement. Mais, sauf que dans ces collectivités centralisées, cette animation dont vous parlez justement, c'est ça qui fait problème. C'est ce vide moi, qui dans ma commune, il ne se pose pas ce problème. Maurice, Nous avons, excusez-moi de vous interrompre, le problème des États jacobins, c'est le cercle concentrique. Nous faisons un débat sur Yuang de Douala Bafoussam. On ne va pas dans les coins reculés pour voir que les gens respectent la loi, il y a les motos, il n'y a aucun problème. Nous, même quand il y a des questions de l'eau, on dit qu'on n'a pas l'eau. Il y a des arrondissements au Cameroun qui croient que l'eau est une marque de spaghetti. On n'en parle pas. On veut tourner le Cameroun sur Yuang de Douala Bafoussam parce qu'ils ont la chance d'avoir les télévisions, les radios et tout. Je vous ai dit tantôt qu'il y a des pays qui ont l'Est Cameroun. L'extrême nord a la tradition de la moto avant qu'on en parle ici. Pourquoi ce type de problème ne se pose pas? Parce que là-bas, vous devez faire la moto quand Boko Haram est fini. C'est parce que vous ne pouvez faire la moto là-bas que vous êtes un gars de village. Bien. Je n'ai pas d'un problème de moto. On va revenir. Aidons le préfet à ce qu'on respecte la réglementation qui a été mise en place. Que les mairies fassent le travail. Que les mairies récupèrent ces enfants mal élevés qui veulent sortir de là où ils doivent faire la moto pour aller là où on leur demande de ne pas faire la moto. Alors, Maurice, c'est vrai que le débat de fond n'est pas que sur la circulation dans les zones interdites. On a peut-être pris le propos du préfet, mais le préfet et les autres, tous savent. Et on ne va même pas confesser qu'il y a certains commissaires qui jouent aussi pas franc jeu avec la saisie de ces motos. Ce qui est réglementé, c'est 5 000 pour la moto et non 25 000. Mais généralement, ça crée d'autres tensions. Finalement, on ne va pas le résoudre avec un coup de baguette ou simplement par une prise de parole. Mais quelle issue de sortie pour que nos motos-taximens ne soient plus toujours jetés dans la mare au crocodile? Non, mais écoutez, je pense qu'il faut réguler les secteurs d'activité. Oui, bien sûr. C'est vrai, il y a une certaine tolérance administrative. C'est-à-dire que moi qui suis fiscaliste et donc qui connaît les questions d'impôts et tout ça, des taxes, on sait que s'il fallait arrêter les motos-taximans ou même des simples vendeurs à la sauvette, c'est-à-dire parce que la loi vous dit là que si vous vendez même dans une brouette, c'est dans un commerce, et quand vous quittez d'une mairie pour une autre, normalement dans cette zone-là, on doit vous interpeller et demander de montrer votre impôt libératoire. Donc s'il fallait arrêter les petits commerces parce que effectivement ils n'ont pas payé, c'est que le Cameroun serait justement en ébullition. Il y a cette tolérance. Bon, c'est pas nous. Vous également vous tolérez parce que vous ne pouvez pas leur donner du travail. Donc vous comprenez un peu. Donc il faut être clair là-dessus. Mais maintenant, je pense qu'il faut réguler le secteur, tout pour commencer dès l'achat, comme le patriarche l'a dit. C'est-à-dire que quand tu achètes la moto, qu'on sache est-ce que c'est pour faire du commerce, qu'on t'envoie à la mairie pour tes papiers, etc. Parce qu'il y a toute une paperasse que toi, en tant que moto-taximan, tu devrais avoir. Chaque trimestre, tu dois payer ton impôt libératoire, tu dois avoir la capacité, etc. Donc, il y a la paperasse qu'il faut avoir. Peut-être réguler également pour que des gens ne fassent la moto que dans leur quartier ou dans leur mairie. C'est-à-dire dans leur commune, ne doit pas sortir des quartiers de la commune. Donc je pense que le secteur peut être régulé, mais il faut quand même saluer. C'est vrai que dans tout métier, il y a des brebis galeux là, mais il faut dire qu'ils font un travail qui aide les Camerounais dans leur déplacement et tout, même s'il y a des bandits qui utilisent justement les motos pour poser leur coup. Vous savez que les crimes qu'il y a eu à Mimoman à une certaine époque, à l'époque ici, c'était toujours des femmes qui montaient sur une moto et puis un autre homme qui est le complice de la moto est là-bas devant, et puis quand il monte derrière, il va lui mettre un truc là sur la bouche et puis elle va s'endormir. Ils font ce qu'ils... Donc ils utilisent toujours. Mais moi j'ai eu un accident avec ma voiture et une moto, et j'ai vu comme les gars m'ont entouré. Mais chance que il y avait le président de leur association là, et vraiment un monsieur très responsable.
il a tout calmé. C'est le type même qui était en tort, parce que c'est lui qui vient me cogner. Oui, bien sûr. Il était en tort, il vient me cogner et tout. Et quand je sors, je dis, bon, lui il a une blessure à la jambe et tout. Et puis je sors, je dis, comment tu peux rouler de ce côté? Parce qu'en réalité, il avait violé le rond-point et que de contourner, il est venu tout droit sur moi. Et il m'a connu. Donc, quand il le fait, mais il est blessé, il faut que je l'amène à l'hôpital et tout. Et les réparations, la voiture sont levées à 200 000. Quand tu regardais le type, tu sentais que lui, il ne peut même pas te donner 5 000 francs. Peut-être il n'avait même pas sa carte d'identité sur lui, mais il fallait le faire. Mais ce n'est pas tous les Camerounais qui se comportent de cette manière. Donc je voulais féliciter ceux qui exercent ce métier-là et dire qu'ils aident justement le Cameroun dans son processus de développement. Mais le secteur doit être régulé et ça doit être fait par l'État. Merci Maurice Kemourou. Il a quand même reconnu quelque chose à penser par rapport aux politiques mises en place. Émile Messi, comment sortir cette minorité pour que ce soit contagieux par rapport aux autres, qu'on ne les voie plus seulement comme des bandits, davantage on est des... Permettez, il y a un reportage réalisé en semaine, j'ai interviewé un Master 1 sur la moto qui parlait proprement au sous-préfet d'Yaoundé 4, mais comment justement amener ces minorités, ces petits benséquineurs qui se démarquent, à influencer d'autres afin qu'on soit réellement dans une collaboration permanente et saine avec les motos taximens. Oui, c'est pour cela que le chef de l'État a eu raison de dire que c'est un secteur d'activité qu'il faut organiser. Lorsqu'on organise déjà un secteur d'activité, ça veut dire qu'il sorte d'abord de l'informel pour entrer dans le formel, que ce soit donc aussi une activité capitalisable pour notre économie, de telle sorte que ceux qui s'y retrouvent soient vraiment des gens qui ajoutent une plus-value à notre économie, que ce ne soit plus seulement les chômeurs, une affaire de chômeurs et tout et tout. Et je vous rappelle qu'il y a des opérateurs dans ce secteur-là en ce moment. C'est-à-dire que quelqu'un achète 10, 20, 30 motos pour lui. Et emploie plutôt. Mais maintenant, qui doit donc être chauffeur de ces motos-là? Les benskinners en question. Qui doit être benskinner? C'est ça la préoccupation fondamentale pour parler des problèmes d'insécurité qui sont dans ce secteur-là. Vous pouvez avoir vos motos, vous avez tout, mais c'est ceux-là qui vous confient ces motos-là qui deviennent le véritable problème. Et à ce niveau, donc, c'est là où nous disons que les mairies ont un rôle incontournable. Si vous n'êtes pas immatriculé, si vous n'êtes pas enregistré à la mairie pour exercer cette activité-là, vous ne devez pas être sur une moto en train de porter les gens le jour comme la nuit. C'est ce que nous disons. C'est-à-dire un travail d'abord d'identification de cela. Moi, je suis un promoteur dans ce secteur-là. J'ai acheté des moteurs. Je ne dois plus jamais donner mes motos au premier venu pour qu'ils se lancent en route. Voilà, puisque c'est un secteur qui porte beaucoup. Donc, c'est tout cela qui fait en sorte que les problèmes que nous décrivons aujourd'hui comme des agressions qui sont réelles, et je suis d'ailleurs très content, parce que cette solidarité barbare qu'on retrouve chez ces motomans, vraiment c'est très dangereux. À tort ou à raison, lorsque vous avez un problème avec lui, il vous encercle tout de suite. Et c'est à votre risque et péril. Lorsque tous les coups qui sont foirés là, en route, là, je vous ai dit qu'ils sont toujours impliqués. Je suis d'accord que tous les motomans ne sont pas des bandits. Mais comment faire donc pour extraire ceux qui pourrissent le métier de benskinner qui aujourd'hui est appelé, nous avons salué ici, que nous-mêmes parfois vous garez. Vous êtes obligé d'emprunter une moto qui ne l'a jamais fait. Personne. Dans l'arrière-pays encore, c'est plus grave. Voilà. Ce n'est que eux qui puissent vous porter d'un lieu à un autre. Donc, quand nous disons, ce n'est pas que nous voulons tout simplement que, comme au domaine des taxis, récemment encore, on disait qu'on ne peut plus voir les taxis avec vitres fumées. C'est tout ça qui entoure l'insécurité. Donc, si vous n'êtes pas identifié dans votre mairie avec un secteur bien précis où vous devez travailler, alors là, si on vous prend, on vous pénalise. Et les sanctions sont parfois à titre dissuasif. Par exemple, quand on vous demande 25 000 pour aller, c'est pour vous dissuader que cette affaire-là, si vous pouvez vous décourager, et puis le nombre doit être fixé. Est-ce qu'on doit faire la ville des mouvements? Merci, Émile Messi. Il faut vraiment réguler et réglementer tout cela. Un ami qui nous suit depuis la voirie municipale en anonymat vous rappelle que même dans ces endroits où les motos sont saisies, très peu ressortent parce qu'on a des tonnes et des tonnes de motos qui vont
créer un autre problème au niveau de ces mairies, de ces endroits, c'est souvent compliqué. La loi est dure, mais c'est la loi. À côté de ce qu'il faille se mettre à jour, il faut aussi amener ces jeunes à comprendre que ce métier est noble et il y en a qui peuvent gagner leur pain, nourrir des familles, sans qu'ils n'aient affaire à un problème en route avec un agent, la police ou un citoyen qui pourrait se plaindre. Votre dernière prise de parole, Florence Dikoumet, pour la situation en cours. Indépendamment de ce qu'on peut penser, les mototaximens font désormais partie du paysage des transports dans la République. Et c'est un secteur qui est reconnu par les pouvoirs publics. Mais ce que nous demandons aussi, c'est véritablement la régulation. Avant moi, il y a quelqu'un qui a dit qu'il faudrait les identifier correctement et que chacun ne fasse la moto que dans sa commune. Parce que dans la commune, les voisins vous connaissent, les parents vous connaissent. Il vous est donc difficile de porter atteinte, n'est-ce pas, à la vie ou à la sécurité d'autrui. C'est de ça qu'il est question ici. Et comme je le disais encore, tout le monde ne peut pas être taxi-moto. Il faudrait très bien essayer d'assainir le secteur, qu'il y ait un nombre contrôlable. Parce que quand on ne peut plus contrôler, c'est à ce moment que les dérives commencent. Et aussi, je voudrais souligner ici que tous les mototaximens qu'on voit ne sont pas que des crèves-la-faim. C'est un créneau porteur, c'est un secteur porteur, c'est même un emploi. Mais à la seule différence qu'avec le temps, ça devient stressant. Parce que quand vous prenez de l'âge, il vous est difficile maintenant de supporter les secousses de la route, de supporter, n'est-ce pas, un nombre de stress. Donc vous faites ça à un moment donné et lorsque vous avez suffisamment d'argent, réinvestissez dans notre secteur beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisant par rapport à l'âge que vous avez désormais. Donc nous avons du respect pour cet emploi-là. Nous voulons compter sur ces mototaximens qui nous amènent à des endroits où les véhicules ne peuvent pas, ont un accès difficile. Et nous prions simplement qu'ils nous écoutent aujourd'hui et comprennent que lorsqu'on papote à longueur de journée, ce n'est pas contre eux, c'est pour leur sécurité d'abord et la nôtre par la suite. Et il faudrait maintenant que les communes veillent à ce que ne soit chauffeur de taxi, de moto-taxi, que celui qui détient un permis. Que cela s'organise de cette manière, la détention d'un permis de conduire pour taximène, pour la sécurité de tous. Merci Florence Dikoumet. Recevez les salutations de Pamela Tsango qui nous regarde et qui réagit comme beaucoup d'autres. Solange Sylvie Ndamou, Djembisi, Leslie Ayon, Stanley Yomo, Ornel Ngassa, Richard Talatodem qu'on salue ce matin, Mabon Marc Roger, nombreux téléspectateurs. On va peut-être sortir avec l'intervention ultime de François Bikoro. Permettez que je partage cette petite expérience. En 2011, en plein Abuja, je suis interpellé pour défaut de port de casque sur moto-taxi. Le chauffeur avait sa moto. C'était compliqué à comprendre, mais dans d'autres pays, c'est bien organisé. On ne parle même pas de sécurité, mais jusque-là, il faut dire que ces enfants sont des enfants avec qui il faudrait compter pour l'avenir. Et qu'est-ce que vous leur dites, vous, sur Camdis Télévision, pour sortir? Je réitère encore que tout métier a ses règles. Vous exercez des actes de commerce. Il faut se mettre à la réglementation. Vous exercez un métier qui a ses règles. Parce qu'il paraît qu'il y a un permis A, un permis B, un permis C, un permis D, un permis E. Il y a un permis qui est concerné par l'usage de la moto. Que l'on soit, avant même d'en faire les actes de commerce. Maintenant, il y a la chaîne de responsabilité qui retrouve les camerounaiseries. Parce que nous sommes en train de parler au mototaximène, mais lui, il va vous dire que vous ne parlez pas du policier. Il y a des checkpoints moto dans la ville de Yaoundé où cotiser. Que vraiment que Bargangele me pardonne, mais nous sommes obligés de dire certaines choses. Dans mon village, vous avez un checkpoint, c'est-à-dire vous commencez le matin jusqu'au soir, vous remettez 5 000 francs. Ça crée des choses compliquées auprès de ces enfants et tout et tout. Mais j'ai vu une expérience en Afrique de l'Ouest. L'impôt unique, pièce unique. Parce que c'est aussi gênant que pour un métier qu'on exerce, il y a 9 endroits où vous allez vous mettre en règle. Alors que si on dit, vous payez vos 50 000 francs ou 50 000 francs par mois, par trimestre, on vous donne un ticket unique pour exercer les actes de commerce dans le transport. C'est important. Mais je dis encore qu'il faut identifier là où ça peut être plus facile. Et j'ai proposé tout à l'heure qu'en amont, quand la moto arrive, il faut quand même quelqu'un qui peut
à prendre la responsabilité du reste de la chaîne. Est-ce qu'on peut lui demander le permis à ce moment? Ce qui vous avez dit qu'il y a même des gens qui achètent les motos, ils doivent s'assurer que ces gars ont des permis. Maintenant, pour exercer dans les endroits urbains, on y a ajouté la connaissance de la ville. Ça s'appelle quoi la capacité. La capacité. Maintenant, nous devons beaucoup communiquer parce que parfois aussi certains ne savent pas ce qu'ils doivent faire pour exercer ce métier. Et dans cette communication, on doit avoir une communication d'éducation et de conscientisation. Il ne faut pas venir sur le plateau commencer à dire c'est des voyous, c'est des bandits. Et ils vont vous dire qu'en pleine capitale, et les deux personnes là sont dehors, ici à le quartier qui est à côté de Mvombila, un couple faisait du champagne avec le formol et tout. Ils sont encore là. Pourtant, on les a arrêtés. Ce n'étaient pas les mototaximens. Ils vont vous dire qu'à Douala, on a arrêté des gens qui ont la seringue pour faire les fausses bières. Ce n'était pas les mototaximens. On dit que nous avons souvent un problème d'explication. C'est dans tous les domaines. Nous avons souvent des... Non, attends, monsieur. Ce n'est pas une compétence. Oui, l'éducation, même la formation des motos. On a dit que c'est les CTD qui devraient prendre la relève. Monsieur, je suis à la télévision. S'il vous plaît. On a dit que c'est les CTD qui doivent prendre même l'encadrement, même la formation de ces gens-là. S'il vous plaît. Sinon, on fait dans le Je vous dis encore que à l'achat de la moto réglementée, aider ses enfants. Mais je précise qu'il faut communiquer sur les règles applicables à l'exercice. Et nous disons que c'est les communes qui doivent faire ce travail. Alors, on va poursuivre le débat en offre peut-être. Chaque motoman doit appartenir à une commune. Maurice, et à la commune doit faire cette formation et cette éducation. Vous voyez donc que ce n'est pas une question du RDPC. Ce n'est pas une question du RDPC. Le RDPC interrompt. On va intervenir à rassurer. Oui, c'est souvent là. Oui, à 30 secondes. Mais bien sûr, il faut dire qu'avec la mise sur pied de la décentralisation, normalement, c'est de la prérogative de la mairie d'orienter, de former, etc. Mais vous savez, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut d'abord avoir le permis. Le permis, ce n'est pas la mairie qui fait problème. Bien sûr, les auto-écoles doivent faire. C'est une chaîne. On dit les mêmes choses, mais de façon c'est une chaîne. C'est une chaîne. L'État doit faire son travail. Quand vous ne l'avez pas, vous croyez que vous pouvez exercer gratuitement. Les collectivités territoriales décentralisées. On interpelle la conscience des mototaximans eux-mêmes et puis les collectivités territoriales décentralisées pour que le secteur soit régulé. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de mettre sur pied la décentralisation qui est le fait de rapprocher la décision du lieu de l'action. Et le lieu de l'action, c'est la mairie du lieu où l'MC Moto la exerce. Merci à Émile Messi. Je crois que ce débat a été intéressant de l'avis de pas mal de téléspectateurs. Ce n'est pas notre très cher responsable du plateau. Merci à André Ona pour ses prises de vue. Florence Dikoumé, j'espère avoir votre disponibilité à la prochaine invitation du grand débat sur Cam10 Télévision. Et puis à tous ceux qui sont restés connectés pendant ces 2 heures d'échange, merci infiniment. Vous pouvez revoir le programme Grand Débat en rediffusion le mercredi quand il est 21h sur les antennes de Cam10 Télévision, la chaîne républicaine. Mais en direct sur la page Facebook, vous pouvez revoir le programme en temps souhaité. Saluons la bravoure de ces bensikineurs, comme on les appelle communément, qui sortent du lot, qui respectent leur métier, mais davantage carton jaune à ceux-là qui ternissent l'image de ces transporteurs de véhicules à 2 roues. Tout le monde connaît la réglementation. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour crier à l'alerte. Merci encore à toutes et à tous. C'est dimanche. Si Pétadion sera là dimanche prochain, si vous êtes à table, bon appétit et restez sur les programmes de Cam10 Télévision.
Désormais, retrouvez sur Cam10 Télévision tous les dimanches dès 15h